Et voilà, donc samedi 15 au soir, on va retourner à l'Apex avec une carte. Pour le coup, là, c'est moi qui vais le dire, une carte un peu moyenne. C'est surtout parce qu'il y a pas mal de combattants dont on se pose des questions sur leur place dans le roster à l'heure actuelle, et même pour certaines recrues. Donc, à voir ce que ça va donner, mais on n'attend pas forcément du haut niveau. Bien sûr, il y aura des combats très intéressants à regarder. On va en parler. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. On va voir ça vite fait. Donc, sur cette carte, déjà les sleepers, ces espèces de bangers cachés, ça va être les combats féminins parce qu'on va avoir beaucoup de bagarres. Ça va être des combats explosifs et je conseille à tout le monde de les regarder. Ça va être assez intéressant. Sinon, donc, comme je disais, beaucoup de doutes sur la place des participants dans le roster. Il y a des nouvelles recrues qui vont devoir faire leurs preuves. Ces participants, il y a des combattants qui ont des défaites consécutives, pas mal. Ils sont dans le ventre mou de la KT, ils ont un niveau moyen. Il y en a qui changent de KT aussi pour se refaire une santé. Tout au long de la carte, on va voir tout ça. Les jeunes recrues vont devoir faire leurs preuves. Des doutes sur pas mal d'entre elles. Des combattants que j'aime voir combattre, il va y avoir Josiane Nunes, toujours, même si elle est sur des défaites. On va avoir effectivement des doutes aussi sur la montée de Span chez les poids lourds pour intégrer le top 15 directement. Il y a des chances, il y a eu beaucoup d'opposition jusque-là, alors qu'en face, son adversaire, Cortés Acosta, il n'a pas eu vraiment d'adversité en face, donc il a des chances. On va avoir un joli combat au sol entre Blackshear et Gibson, à mon avis. On va avoir un co-main event que je trouve inintéressant, je comprends pas ce combat entre Zaleski et Njokulani. J'ai peur que ça parte juste sur du cage control et qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de jeu entre les deux. Très attendu ce premier combat de So Young-Yu après avoir remporté la finale de Road to UFC, que je n'ai pas mis dans les prospects 2005 à surveiller, mais voilà, il faut garder un œil dessus, il est sur le radar. J'attends de voir ce qu'il va proposer là contre Cunningham. Les débuts de Valeros, qui est un gros cogneur, contre Sung Woo Choi chez les Featherweight. Donc voilà, il y a des choses à voir. Il y a bien évidemment, toujours on va revoir Lima, le Bite of the Night, dans la cage. Ça va pouvoir faire rire des gens, mais je ne sais pas, là, je pense que c'est une histoire qui est déjà passée. Donc on va passer à autre chose, on est en 2025. On va faire son combat contre Barrez, et il y a des choses à dire. Donc, comme d'habitude, je vais proposer donc mon analyse dans un ordre qui ne sera pas forcément l'ordre dans lequel ça va se dérouler le soir même à l'UFC, parce qu'il y a toujours des changements dans l'ordre des combats. Et ensuite, bien évidemment, il y a toujours ce résumé des pronostics, des prédictions et un récap à la fin du podcast. Ah ouais, petite parenthèse, j'ai eu un gros bug cette semaine avec le micro, je sais pas ce que c'est, il y a un problème de logiciel, une mise à jour. Donc bon, ça pose pas de problème en soi, mais dès qu'il a fallu enregistrer, les réglages n'étaient plus du tout bons. Je suis allé voir pour aller faire les réglages, et là d'un coup le logiciel qui plante sans cesse, ça mouline, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il se peut qu'il y ait des gros problèmes de micro, vous allez voir au niveau de l'enregistrement sur ce podcast. Je suis désolé par avance, la prochaine fois, voilà, on va retourner au vieux microphone Fisher-Price des années 80. Là, ça pose problème, ça me fait perdre un peu de temps en plus. Je m'excuse par avance. Donc je vais commencer là donc par le premier combat que j'ai sous les yeux. Et on commence tout de suite avec une rencontre explosive. Ce sera Nunes contre Cachoeira, chez les bantams féminines. Alors, j'ai pas mes fiches à jour, mais je crois que là, en 2025, Cachoeira, elle a 36 ans, Nunes, 31 ans. Nunes, son parcours à l'UFC, ça va être son 6e combat, donc elle a fait 3 victoires, puis après, là, elle est sur 2 défaites. Mais en face, Cachoeira, même si elle est à l'UFC depuis 2018, elle se retrouve également, là, à l'heure actuelle, sur 2 défaites consécutives. Donc, chacune va quand même jouer sa place dans le roster. Parmi les défaites que Cachoeira a eues à l'UFC, il n'y a pas à rougir, c'est des bonnes défaites, elles ont bien vieilli, la pauvre, elle a commencé par Shevchenko à son arrivée déjà, c'est pour donner le ton. Bon, parmi les combattantes actuellement dans le top 15, elle a perdu tout le temps, sauf contre Ariane Lipski, on va dire. Le style de Cachoeira, elle va avancer, c'est un style qui est vraiment debout, quoi, il n'y a pas de... Elle va pas chercher forcément à lutter. De toute façon, dans son Sherdog, on le voit, c'est 7 victoires par KO TKO et 4 défaites par soumission. Sinon, le reste, ça va être des décisions, quoi. Donc, elle avance, elle va envoyer des crochets. Des crochets dans
toutes sortes de crochets. Par contre, c'est vraiment... là, il y a de la variété au niveau des crochets. Ça va être des crochets en shiftant, des crochets très larges, des crochets au corps. Des fois, ils sont même désynchronisés dans ces combinaisons. C'est très intéressant pour vraiment passer derrière la garde de son adversaire. Vraiment très intéressant. Et ensuite, bon, bah, là, des gros calf kicks. Malheureusement, au fur et à mesure du combat, elle va perdre en puissance, elle va perdre au niveau de sa défense, elle va perdre en réactivité, elle va rater des opportunités, elle devient lente, elle perd en précision. C'est assez problématique. Elle a, ouais, comme j'ai dit, 36 ans en face, Nunes 31 ans. Et en plus, dans ce match-up, ce qui est assez marrant, c'est que Nunes, elle est petite, mais elle a une grande allonge. Elle a 67 d'allonge et... Enfin, grande allonge. Elle va avoir une plus grande allonge, en tout cas, que Cachoeira, qui en a 65. Et elle aussi. Alors, Nunes fait du Muay Thai, elle est gauchère, elle est scrappy, et elle va aller au contact. Elle aime vraiment être au contact, la bagarre, le dirty, dans la zone rouge, elle a pas de problème avec ça. Elle aime bien le mid-range, elle est à l'aise là-dessus, là, debout. C'est son domaine. Donc elle a un arsenal beaucoup plus varié. Elle va arriver... D'ailleurs, elle peut combiner en avançant, essayer de faire partir en blitz, ce qui peut être un peu dangereux contre Cachoeira. Hein. Cachoeira, on sait qu'elle peut faire des sidesteps, donc après, à savoir au niveau des contres de Cachoeira comment ça va se passer, parce que c'est pas forcément bien orienté au niveau de ses sidesteps. Donc même si Nunes, elle est... on l'a vu hein, contre Calvacanti, les check hooks, elle se les est mangés. Elle se les est ouais. Et ouais, c'est ça contre Calvacanti. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le style de Cachoeira, même si voilà, elle travaille beaucoup sur ses crochets Cachoeira. Et parmi les... Voilà, donc elle a un style très varié, hein, je l'ai dit. Donc elle va avoir des crochets du gauche, des frappes au corps, des combinaisons de toutes sortes, les 1-2. Alors c'est là où elle a un bon assaut en ligne, mais parfois c'est un peu raté. Les cross jabs, les middle kicks, une bonne direct du droit de sa gauche quoi du coup, enfin un bon direct de sa gauche pardon. Et après, voilà, ses points faibles, voilà, et là, par exemple, sur l'allonge de Calvacanti, ça va pas lui poser de problème, parce que Cachoeira n'a pas cette même allonge. Au fur et à mesure du combat, elle aussi, on l'a vu, alors c'est surtout contre Chandler. Hein. Contre Chandler, on a vu qu'elle commençait à perdre la confiance, elle perdait son focus, ses assauts devenaient téléphonés. Ça va peut-être poser problème au troisième round, mais je pense que contre une Cachoeira, pareil, ça va pas vraiment poser de problème, parce que Cachoeira, voilà, comme je disais, elle devient lente et pas très réactive, de son côté non plus. Alors peut-être que voilà, ça va être explosif au début et après ça risque de ralentir, mais ça ralentira sûrement du côté de Cachoeira. Je pense que Nunes ça va être assez combative. On l'a vu contre Calvacanti, elle restait quand même bien dans son combat. Du coup, à vouloir tout rentrer dedans, Nunes elle peut avoir des problèmes de distance, mais là encore, est-ce que ça va être à son désavantage face à Cachoeira? Je ne pense pas non plus. Et en plus contre Calvacanti, alors c'est vrai qu'au moment où elle a fondé Calvacanti, j'étais assez confiant sur Nunes et par contre j'avais des doutes sur Calvacanti. Peut-être que j'étais biaisé au niveau de mon regard sur le combat. Je la vois donc remporter le premier round. C'est assez even au deuxième round, mais je la vois, même si au troisième round c'est serré, je la vois quand même remporter le troisième round, donc je donnerai la décision. Bon, finalement c'est une défaite, elle perd. Mais bon, alors, au niveau du mental, je pense que le mental sera aussi du côté de Nunes. Vous l'aurez compris, au niveau du pronostic, bon déjà, pour moi le pronostic de base c'est que ça va se finir par un KO, je pense, à 75% peut-être, un truc comme ça, on va dire, pour être en plus précis, on va dire 40% Nunes par KO, 20% Nunes par décision, et après on va avoir peut-être un 5% Cachoeira par décision, et le reste c'est Cachoeira par KO. Donc voilà pour la prédiction, voilà pour ce combat que j'attends beaucoup parce que j'aime bien voir Nunes combattre. J'aime bien son style, un style un peu Muay Thai, elle est petite, elle est comme ça, gauchère, elle a envie d'aller à la bagarre et c'est toujours un plaisir de la voir combattre parce qu'elle en veut, elle veut se battre et ça fait plaisir à voir. Et on poursuit chez les bantams. Combat, j'ai du mal à lire en fait, hein. C'est très particulier puisqu'on va voir Moussassa Josias qui va faire son premier combat officiel à l'UFC, il vient des Contender Series de l'an dernier, et en fait ce sera Vera Carlos. L'écart d'âge déjà, hein, on a 26 ans chez Moussassa et si je dis pas de bêtises 37 ans du côté de Vera. On va avoir un écart d'allonge, Vera il a 69 d'allonge et Moussassa en a 74. Tous les deux sont gauchers.
Et alors, c'est ça, c'est-à-dire que Vera, il a fait juste un combat à l'UFC. C'est pas prometteur, quoi, hein. On va voir à une moindre échelle, hein, bien sûr. Cette redite, c'était quoi le dernier combat comme ça? C'était Philly contre Costa. Voilà, Philly contre Costa. Je me dis, bon, bah, Philly debout, il a l'avantage. Et Costa, il a l'avantage au sol. Mais le problème de Costa, c'est que il est très à l'aise, hein, en bottom position. Mais c'est pas une position considérée comme dominante. Et voilà, c'est juste une position où il va chercher beaucoup de soumissions. Il faut pas qu'il y ait de soumission. Bon, voilà, le seul risque, c'était que Philly pouvait pas s'empêcher d'amener au sol. Bon, voilà. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un Vera qui est très à l'aise en bottom position. Et donc, dos au sol, il n'y a pas de souci. Il va chercher soumission, il va scramble, il va faire tout ça, mais pas forcément pour chercher à se relever, mais vraiment, ça va déranger son adversaire. Mais c'est pas une position qui va permettre de gagner un combat, c'est-à-dire de gagner la décision. Donc, il y a des limites. Debout, c'est particulier aussi, hein. Debout, c'est vraiment bien à distance, hein. Distance de kick. Là, on y va. Donc, alors, garder la distance, donc quitte à bounce back, hein, dès que l'adversaire se jette un petit peu en avant, fait un pas en avant. Donc, c'est les front kicks, des spin kicks, mais qui sont ratés, et pas mal de high kicks, des low kicks, des stop kicks, inside leg kick. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est des kicks. Et sinon, du travail au sol. En face, Moussassa, Josias, ouais, alors, pas d'adversité, hein, dans sa carrière. Pour l'instant, il n'y a rien, même Contender Series. Alors, c'était une bonne semaine, hein. C'est Contender Series. On a eu Sterling, je crois, Cody Steele sur cette semaine-là. C'était vraiment une bonne semaine. Mais bon, après, là, contre Tanzilovi, qui était lui aussi à 9-0. Lui aussi, non, parce que Moussa est à 8-0. Bah, j'ai pas trouvé folichon, hein. Il est pas réactif dans sa défense debout. On voit des 1-2 qui sont téléphonés. Ouais, il se mange les 1-2 en ligne. Ouais, après, donc, ouais, il envoie des body shots, mais en gros, il va acculer et il va travailler son adversaire à la cage. Ce qui est bien si de son côté, Vera bounce back, au bout d'un moment, ça va. Mais là, on va avoir ces phases où est-ce qu'il va y avoir du clinch, de la lutte. Alors, une bonne défense en clinch de la part de Moussassa. Il peut renverser en clinch, mais le truc, c'est qu'encore une fois, faut pas amener Vera au sol, parce que j'ai peur que Vera il soumette Moussassa. Quand on voit le nombre de soumissions qu'a Vera, c'est un danger pour Moussassa, donc il faut vraiment qu'il maintienne le combat debout. Debout, en plus, il risque pas grand-chose, à part les high kicks. Bon, les high kicks, ça, comme j'ai dit, il a pas une très bonne défense. En plus, il va avoir, au fur et à mesure du combat, il va avancer les bras ballants. Mais il est durable, il a un bon menton, il a un bon cardio. Attention, voilà, il a l'air un peu encore pas trop se contrôler, quoi. Un peu foufou, il se précipite. Mais après, oui, je disais, il y a les kicks, mais aussi les push kicks, hein, qu'il prend, et les calf kicks. Donc tous les kicks vont lui poser problème à Moussassa là, dans ce match-up. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui lui posent problème en général. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment confiant sur ce combattant à l'UFC. Et pas non plus pour Vera. Donc voilà, c'est un peu particulier là, à analyser. Déjà, les combattants, bon, Moussassa il est congolais, je l'ai dit, 26 ans. Son adversité, ouais, il y avait l'adversaire en face, c'était quoi, ouais, Tanzilovi, ouais, pas de cardio, il était foutu déjà deuxième round, à moitié du deuxième round. Il y a un risque, hein, de Vera par soumission. Est-ce qu'il y a un risque de Moussassa par KO? Il va remporter la décision, en plus je crois, Contender Series, ouais. Et en plus, ah ouais, ah oui, bah oui, mon scoring là, il perd le premier round, il gagne le deuxième, et le dernier c'est serré, mais je le voyais perdant. Bon, il a quand même eu son contrat. On sait aussi, hein, les combattants qui viennent des Contender Series, ça va être, ils savent, voilà, c'est bon, maintenant ils prennent pas le combat en short notice, ils savent qu'ils vont combattre à l'UFC, ça va être leur premier combat. Ils vont être bien préparés, ils vont vouloir faire une bonne impression. Et Carlos Vera, j'ai plus de doutes sur sa prépa, sur son coaching. Ah, c'est serré, quoi. Vraiment, je pars sur un 50-50, hein. 50 Vera par soumission et Moussassa peut-être à la décision. Décision, c'est sûr, si une décision, c'est partira du côté de Moussassa parce que Vera, ouais, il envoie pas grand chose de beau.
Ouais, 55% Vera. Allez, vraiment, si je dois choisir, je dirais ça. Mais j'ai vraiment du mal à avoir une bonne lecture sur ce combat, quoi. Et c'est parti pour un combat très explosif en flyweight chez les femmes, avec deux combattantes débutantes pourtant, Carly Judice d'un côté et Duben Unisei de l'autre. C'est assez fou parce que bon, après c'est normal, hein, elles sont jeunes, elles en veulent, hein, et c'est en début de carrière. Donc des débutantes comme ça, qui sont directes à l'UFC, voilà, elles se battent entre elles. Du coup, ça va être fou parce que pour ceux qui savent, effectivement, Shannon Clark, une Canadienne qui était championne de la LFA, qui passait par les Dynamite Contender Series pour obtenir son contrat, était partie grande favorite contre une adversaire, sauf que en 1 minute 13, elle s'est fait stopper net, cette première défaite en carrière, par un gros KO bien sale, 30 secondes au sol inconsciente, et c'est Duben Unisei qui avait perpétré cet acte, ce KO, qui se retrouve donc, elle, désormais, la vénézuélienne, 6-0 en carrière. Elle a présenté quand même des lacunes techniques, hein, ça il faut pas non plus le nier, c'est pas non plus un combat extraordinaire qu'elle a mené, mais elle était partie grande underdog, et elle arrive avec ce KO, donc on se doute qu'il y a un KO power derrière, hein, si c'est deux combattantes, que ce soit d'un côté Duben et Carly Judice de l'autre côté, c'est deux combattantes qui ont que des finishes au niveau de leur victoire. Donc on s'attend effectivement à ce qu'il y ait encore une fois un finish sur ce combat. C'est pas forcément sûr, hein. On voit que Carly Judice, son dernier combat contre Fernandez, ça s'est fini par une split qu'elle a perdue d'ailleurs. Alors, elle était partie légère underdog, ça finit par une split qu'elle perd. Moi je donne quand même le premier et le troisième round, mais bon, ok, c'est une split, on va pas non plus crier au vol à chaque fois. Fernandez qui était elle gauchère, Duben elle par contre est droitière. Et ce combat elles ont eu droit à Fight of the Night. Donc c'est pour vous dire le niveau un petit peu de bagarre qu'on attend. Carly Judice, elle est beaucoup plus technique, hein, je trouve. Alors elle est plus jeune, 25 ans, et elle a beaucoup moins de carrière. Ce sera seulement de combat, pardon, en carrière, puisque ce sera seulement son 6e combat. Elle avait essayé de passer par les Contender Series l'année précédente, mais elle avait perdu contre Carrie Kate. Carly Judice, elle est très variée, hein, au niveau de son pied-point. On voit de tout, vraiment, puis de manière assez intelligente, hein. J'aime bien quand elle va essayer de chercher à faire un gros swing pour passer derrière la garde, hein, en anglaise de son adversaire, et dès qu'elle voit l'ouverture, bam, elle envoie un jab à ce moment-là. Elle peut, alors c'est pas toujours, ouais, mais elle envoie des fois des kicks dans ses combinaisons. Mais voilà, au niveau de ses points, donc il y a de tout, hein. On voit des bons body shots, des bons crochets, des bonnes droites, et effectivement, au niveau des pieds, pareil. Alors là, c'est les leg kicks, calf kicks, ce que vous voulez, avec des middle kicks qui sont un peu mous, mais on l'a vu aussi envoyer des high kicks, des spin wheel kicks. Bref, il y a de quoi faire, et c'est pas tout, parce qu'effectivement, quand elle est au contact, elle a un excellent Muay Thai également. Alors, un peu vulnérable aux ruptures de contact, mais elle aussi est capable d'envoyer de bonnes frappes, hein, en rupture de contact. On l'a vu avec un uppercut au 2e round, hein, contre Fernandez par exemple. En termes de lutte, elle se défend très bien, et on l'a vu également aussi amener un très bon takedown, hein, pareil dans le même combat. Elle est très forte aussi pour les distances, et aussi pour faire du sidestep, du slip and counter. Donc là vraiment, elle présente un très bon profil, mais je trouve que voilà, elle peut amener du volume, mais elle va manquer d'impact. Donc j'ai des doutes quand même sur le fait qu'elle soit capable encore d'avoir des finishes à l'UFC. En face du Ben Yenisei, ça va être pas forcément travailler sur les extérieurs, mais plutôt sur l'intérieur, hein, sur les 1-2. Capable aussi de contrer, hein, les calf kicks adverses pour envoyer une longue combinaison. L'adversaire n'a pas le temps de reprendre ses appuis, de se repositionner, d'envoyer une bonne combinaison. Très intéressant. Les calf kicks, elle n'a pas forcément d'envoyer tout seul, elle peut envoyer un calf kick pour ensuite envoyer son 1-2. Par contre, elle va être sensible au leg kick, hein, ça, car je dis, ça risque d'en profiter. Au crochet en contre aussi. Par contre, quand elle recule, on l'a vu, hein, contre Clark, elle peut frapper en reculant et mettre un knockdown dessus. Donc il faudra se méfier, pas trop se jeter sur elle. Le KO, c'était en fait une feinte de changement de niveau, et hop, elle envoie un overhand, vraiment un gros swing par-dessus. Bam, le KO qui connecte direct. Alors est-ce que c'était un fluke? C'est ça la question. Je sais pas, je pourrais pas forcément y répondre là, mais je donnerais quand même Carly Judice légèrement favorite. Je ne suis pas sûr, pourtant, qu'on aille la décision, même si
pense que c'est possible, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas parce que voilà, on a eu que des finishes jusque-là qu'une fois arrivé à l'UFC, ça va continuer. Il se peut que ça arrive à la décision. Mais vu le profil des deux, je pense, en plus, Carly Judice, là, après cette défaite, je sais pas, j'ai l'impression que ça va aller... Ça va pas avoir le troisième round, hein. On se retrouve ensuite en light heavyweight avec le combat de Nurgozai contre Ribeiro. Premier combat de Nurgozai à l'UFC après sa victoire Contender Series l'an dernier, 8ème semaine. Alors il avait envoyé ce head kick sur Jetchick. Il y a KO direct, très propre. Alors c'était un head kick, donc ce head kick il a envoyé en même temps, juste après, en fait, quasiment en même temps que son bras arrière, hein, son bras gauche, puisqu'il est gaucher. C'était très beau finish. Ce sera contre Ribeiro, donc on est en light heavyweight. Alors Ribeiro, c'est compliqué. Son parcours, je suis pas grand fan, hein, de Brandon Ribeiro là. Il y avait il arrive au Contender Series donc l'année d'avant. Il bat Bruno Lopez, ok. Avec justement cette droite, hein, direct du droit, il est droitier lui, hein, et qui est vraiment redoutable. Ça, va falloir se méfier de ça. Et ensuite, il se fait avoir, hein, contre Ming Yang Zhang, bien sûr. Je peux pas lui en vouloir. Et après ce combat, alors là, contre Gadzi Yasulov, qui selon moi, bon, il perd tous les rounds. Le premier round est assez serré, je trouve. Mais il avait montré quand même de bonnes choses, hein. On voyait, voilà, on pouvait déjà en déduire que même si c'était laborieux, que ce soit au sol, à la lutte, voilà, en clinch, il avait de quoi s'en sortir. Il avait des arguments, mais c'était laborieux. Mais voilà, c'était déjà des bons signes. On voyait effectivement qu'il frappait, hein, bien, il cognait dur. Alors il envoyait généralement le même genre de frappe, donc des calf kicks, son bras arrière, qui peut envoyer en direct, mais aussi en crochet, des middle kicks. Et après, bon, alors, il rate beaucoup de frappes, hein, notamment ses combinaisons quand il se jette en avant. Mais c'est surtout parce que c'est téléphoné et que l'adversaire a le temps d'esquiver, en fait, hein, tout simplement, hein, un petit retrait de buste, ou de faire un petit pas de côté, ou reculer, juste de faire un bond en arrière. Ça suffit parce que, bon, bah, on le voit venir. Mais contre Machado, bah, c'était un peu la rebelote, hein. C'est-à-dire que là, dans ce match-up, de toute façon, faut pas s'attendre à avoir beaucoup de volume et beaucoup de frappes. Et dans les frappes qui vont être envoyées, il va y avoir quand même pas mal de déchets. Surtout de la part de Ribeiro. Ce qui est assez... ce qui saute aux yeux quand on voit le match-up, là, c'est la différence d'allonge, quoi. 80 d'allonge pour Ribeiro, pour juste 74 pour Nurgozai. Ribeiro, si les stats sont toujours bonnes, mais c'est la troisième plus grande allonge de la catégorie, quand même. Il est plus jeune, hein, il a 28 ans, et... Non, c'est Nurgozai, pardon. Donc, bah, les deux, en fait, ouais, 27 ans et 28 ans de l'autre. Nurgozai, bien sûr, il est invaincu à son arrivée à l'UFC. On sait voilà, ce que ça veut dire, hein. T'es invaincu arrivant à l'UFC, mais après, pas forcément que ça reste longtemps. À voir dans ce match-up comment ça va se passer. Alors, le dernier combat de Ribeiro, bah, c'était contre Machado, justement, qui faisait sa descente en light heavyweight, hein, étant un peu frêle, hein, pour les poids lourds. Alors, le gros problème que j'ai, c'est que moi, je le vois Ribeiro perdre chaque round, et pourtant, il gagne la split. Alors, bon, heureusement que c'est une split, mais les juges qui donnent 2 rounds à Ribeiro, je vois pas. J'ai regardé après, j'avais un doute, je me dis, mais je comprends pas, parce que Ribeiro, certes, quand il touche, il connecte. Bon, ça fait mal, on voit que ça fait mal, hein, mais c'est quoi, 3-4 fois dans le combat où ça lui arrive. C'est tout, quoi. Sinon, il en voit rien. Je regardais les statistiques du combat, effectivement, Machado tente plus de frappes, il touche beaucoup plus sur chaque round, donc j'ai pas compris cette scorecard. Bon, écoutez, il n'y a pas eu en plus de phase de lutte ou de sol ou quoi que ce soit. Ribeiro, donc qui avance vers son adversaire et qui ne frappe pas. Donc je comprends pas, c'est assez rare, quoi. Donc
là, j'ai eu beaucoup de mal parce que du coup, ils étaient ouverts aux frappes de son adversaire. Alors, il tentait, deuxième, troisième round, d'envoyer du coup son bras arrière hein, direct pour en remise. Ça marchait une fois, très bien. Une fois, il avait connecté aussi avec un high kick, mais le nombre de frappes qui ratent de ce genre, les high kicks notamment, c'était assez impressionnant de voir toutes ces frappes qui partaient dans le vent. Et quand l'adversaire est acculé, là, il peut se lâcher pour envoyer une série de crochets. Ouais, mais c'est très 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 limité. Et c'est limité juste à un knockdown power, on va dire, qui est pas garanti. Hein. On voit Machado qui est assez durable. Machado qui fatiguait dans le troisième round, mais Ribeiro qui lui, alors on ne montrait pas forcément les signes de fatigue, mais on voyait quand même que il était plus en forme, déjà qu'il n'envoyait pas grand chose. Au troisième round, on voyait à la fin du troisième round qu'il était down, alors que Nurgozai, pas vraiment beaucoup d'informations à part ce combat au Contender Series. On le voit gagner des décisions, donc peut arriver sur 3 rounds, pas de soucis apparemment. Moi j'ai juste vu son combat au Contender Series. Et ouais, alors il est pas très dynamique non plus. Il envoie à peu près les mêmes. Il est à l'aise hein, lui aussi sur une garde ouverte, un gaucher contre un droitier, notamment avec ses kicks. Hein, dès le premier round, il montrait que ça va être son jeu quoi, hein, contre Schletzig. Que ce soit les. Alors, c'est vrai que Machado lui envoyait pas mal de stop kicks. Hein. Premier round, on le voyait. On l'a pas vu dans le jeu de Nurgozai, donc je suis pas sûr que Nurgozai en envoie. Mais voilà, les inside leg kicks, les high kicks, les middle kicks, voilà, tout ça, ça partait. Lui-même étant un peu vulnérable à ça, donc ça va se jouer là-dessus, je pense, entre Ribeiro et lui. Par contre, les body shots en contre de Nurgozai, je pense que ça peut faire mal à Ribeiro. Vraiment, il travaillait beaucoup là-dessus. Hein. C'est vraiment Ribeiro qui va s'avancer, Nurgozai va faire un pas de côté ou quoi que ce soit, ou juste se baisser pour éviter les frappes en hauteur et envoyer tout de suite le crochet au corps. Hein. Le crochet au corps, voire l'uppercut. Hein. C'est vraiment crochet au corps ou uppercut. C'est très dangereux là-dessus. Il est lui aussi un knockdown power, on le sent bien. Par contre, voilà, si Ribeiro se jette sur lui, ça Nurgozai va pas apprécier. Lui aussi tente d'envoyer son bras arrière, alors un peu à l'instar de Machado, hein, j'ai l'impression qu'on va avoir un peu une redite, même si Machado n'a pas vraiment ce knockdown power hein, que Nurgozai peut avoir. Et c'est à mon avis là que ça va se jouer, parce que je pense que c'est un très bon match-up pour Nurgozai pour son premier combat à l'UFC. Et d'ailleurs, je le vois même remporter ce combat. Hein. Je pense que Nurgozai a une meilleure lecture de son adversaire que, par exemple, c'est le cas pour Machado avant, ou que Ribeiro va avoir. Hein. Ribeiro, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'adapter au mouvement, au déplacement de son adversaire, pourtant qui fait que faire quasiment les mêmes. Et Ribeiro lui-même hein, est très, très lisible et très prévisible sur quels que soient ses mouvements. Donc vraiment, pour qu'il puisse surprendre son adversaire, ça va être compliqué. Et ce pattern hein, de Nurgozai qui va être vraiment de pencher le buste sur sa gauche pour éviter une frappe, une entrée de Ribeiro, et ensuite envoyer donc 2 crochets, donc un au corps ou même un uppercut. Ça, Ribeiro, je vois pas comment il pourrait se prémunir de ça. Je vois effectivement un KO de la part du Nurgozai dans ce combat. Pas avec un high kick cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment avec les poings. Maintenant, oui, la longe, elle joue en faveur de Ribeiro. Ribeiro, peut-être qu'il il va se remettre un petit peu en question et travailler sur quelque chose de plus intéressant, même si son dernier combat, c'était Edmonton, c'était en novembre. Est-ce qu'il va travailler sur autre chose? Là, c'est très... Pouah, c'est pas bon du tout hein, pour moi. Là, Ribeiro, ouais, il a son knockdown power, il a son allonge, mais c'est tout. En fait, c'est tout. Quand on est lisible et prévisible et qu'on... Je vois pas comment on peut aller bien loin. Hein. Nurgozai, lui, j'ai l'impression qu'il a l'œil et qu'il va pas se faire avoir. Donc c'est pour ça que je verrai un 65% Nurgozai au moins là-dessus, quoi. Et si ça va à décision, bah ouais, pareil, hein, peut-être un Nurgozai
pourrait le faire. Ça serait dur encore que Ribeiro, il ait une décision en envoyant quasiment aucune frappe, juste 3-4 qui touchent dans 15 minutes de combat. Waouh. Ah, ça va être dur. Donc Nurgozai, par KO TKO, allez, peut-être par décision, mais je dirais par KO TKO, quoi. Voir le menton de Ribeiro, est-ce que ce sera au premier ou au deuxième round, mais je pense pas que ça ira au troisième. Et on part chez les strawweight féminines avec Luciano contre Hughes. Hughes, combattante, qu'il a depuis combien de temps déjà à l'UFC? Il a fait 9 combats à l'UFC. C'est pas mal tout ça. Par contre, elle est underdog à tous ses combats. Hein. Quand elle combat à l'UFC, elle est toujours underdog. La pauvre. Alors, c'est bien sûr, c'est un peu en dents de scie. Ses résultats, c'est une victoire, une défaite en général. Bon, après, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'avant, sur la scène amateur, avant qu'elle soit en scène pro, elle a déjà affronté 2 fois Lupita Godinez. Du coup, voilà, d'abord c'était une égalité, puis ça s'est ensuite transformé sur une défaite à la deuxième rencontre. Bref, et ensuite, sur la scène à la LFA, elle a rencontré aussi Vanessa Demopoulos, pour citer des noms donc, qui sont passés ou qui sont encore à l'UFC. En face, Luciano. Alors Luciano, c'est assez particulier, parce qu'elle a eu... au Contender Series en 2023, elle partait underdog contre Alencar, et ça s'est fini par une égalité. Et en fait, après, elle va avoir ce rematch. Alors, c'était pas forcément prévu, elle devait affronter quelqu'un d'autre. Et finalement, le sort faisant, voilà, elle retrouve son rematch contre Alencar, qu'elle gagne à décision 30-27. Ouais, cette fois-ci, elle était partie favorite. Luciano, donc un style Muay Thai, et qui est brésilienne, qui rigole pendant les combats, qui fait la provoque, qui switch de stance, et voilà, qui est très mobile, qui a de bonnes esquives, de bonnes remises. Et que je trouve qu'elle a un bon IQ aussi. Hughes, alors elle a 25 ans Luciano, Hughes en a 32, donc il faut voir aussi qu'il y a un écart d'âge. Luciano c'est une jeune recrue. La longe, on est 66,5 du côté de Luciano et 64,5 du côté de Hughes. À voir si ça va jouer, je pense que oui, parce que Hughes, quand même au niveau du pied-point, elle aime bien travailler sur des distances, sur des jabs notamment. Donc ça peut jouer là-dessus. Alors c'est particulier au niveau de l'analyse technique, on sait que au niveau de la rencontre, le problème de Hughes, c'est qu'elle va être un peu prévisible, donc elle va être sensible à tout ce qui va être les contre-entrées. Mais elle a bonne chose, elle a un bon in and out, sinon elle a en fait, comment dire ça, au fur et à mesure du combat, elle va vraiment intégrer les mouvements de son adversaire, donc elle va elle aussi travailler sur des variations, trouver les angles, trouver les timings. Elle va réussir à tourner autour de son adversaire, mais c'est pas forcément immédiat en début de combat. Ça peut prendre du temps. Il y a des progrès aussi. On a vu qu'elle pouvait être vraiment pas douée et vraiment être dans le mal quand elle était sur du côté des phases de dirty un peu. Ça s'est amélioré sur son dernier combat. On a vu ça, donc ça peut être intéressant. Bon, des fois, elle a tendance aussi à avancer tête baissée. Je trouve un peu dommageable. Quand elle clinch, je sais pas pourquoi elle va au clinch, mais pour rien en fait. Ça mène à rien. Donc ça, j'aime pas non plus. Je vais par contre, il y a des choses où, voilà, on va être clair. Si face à Jauregui, on aurait pu croire qu'elle avait des problèmes de cardio au troisième round, faut se rappeler que c'était un combat quand même qui était en altitude, c'était à Mexico. Donc je vais pas le prendre en compte. Je pense que vraiment, on le voit dans ses combats, elle peut tenir 3 rounds. Pas vraiment, même si la tendance, effectivement, au troisième round... en général, elle les perd, ces troisième rounds. Je sais pas, il y a un truc où troisième round, c'est pas pour elle, quoi. En face, Luciano, elle, par contre, aucune fatigue. Vraiment, un excellent cardio. On l'a vu, elle est vraiment... fait partie de ces combattantes. Et une fois qu'ils sont dans la cage, c'est pump it up, quoi. C'est c'est vraiment là où je veux être, c'est ce que je veux faire. J'attends que ça, quoi. C'est-à-dire que je passe des mois à attendre qu'une chose, c'est d'être dans la cage et de me battre, quoi. Et voilà, c'est son style, elle est comme ça, et ça fait plaisir à voir, quoi. Alors elle, bon, ses points faibles, on va dire, ça va être des kicks en high kick, en spin kick, des contres. Souvent, c'est une espèce de crochet du gauche dans les combinaisons qu'elle encaisse, ça prend la gueule. Mais sinon, elle a beaucoup de points forts. Alors, elle travaille notamment sur les 1-2, mais va y avoir d'autres choses, les front kicks, les middle kicks, les crochets en remise, et surtout ces fameux genoux sautés.
elle peut en envoyer jusqu'à ce que ça soit le bon moment et que bam, l'adversaire tombe. Bon, on la voit envoyer des calf kicks, Alors, il y a ces cross jabs. Alors, ces cross jabs, ça peut être soit après un espèce de shadow uppercut, soit quand elle switch de stance. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, après, elle a un 6-1 en carrière, donc vraiment jeune combattante. Entre guillemets à ses débuts, là, c'est son deuxième combat à l'UFC. Sa seule défaite, donc, c'était par décision. Sinon, elle a 2 victoires par KO et 4 par décision. Mais ces 2 KO, à chaque fois, c'était au deuxième round. C'est intéressant de voir d'ailleurs justement comment va se dérouler ce deuxième round. Parce que le premier round, je pense qu'ils vont se chercher un petit peu. Alors, Luciano, elle va un peu fanfaronner. Mais Hughes, comme je dis, le fait qu'elle s'adapte à son adversaire, qu'il arrive à vraiment trouver des choses intéressantes et à s'adapter au déplacement et elle-même avoir des mouvements un peu différents, ça peut être intéressant. Je pense que le deuxième round va être crucial dans cette rencontre. Par contre, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, où chacune va devoir justement s'adapter à l'autre. Par exemple, voilà, cette espèce de gros crochet du gauche en rupture de contact, ou dès que l'adversaire s'approche, ça peut poser justement problème à Luciano, comme je l'ai dit auparavant. Bonne combinaison de la part de Hughes aussi, des bons contres. Je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup impacter Luciano. Et aussi, Hughes, elle sait attaquer son adversaire pendant un temps de recovery. C'est-à-dire que si l'adversaire, après une frappe, prend trop de temps à se remettre, à bien se replacer, donc en fait, elle va attaquer à ce moment-là, et ça va poser problème à Luciano, qui justement, elle switch, et des fois, elle aura du mal à avoir le temps, en fait, de se remettre dans une bonne posture. Après, à l'inverse, de l'autre côté, on va avoir le fait que, justement, Luciano soit très mobile, comme je l'ai dit au tout début, qu'elle ait de bonnes esquives et de bonnes remises. Et B, ça peut poser problème justement à Hughes, qui, si elle peut s'adapter à un adversaire qui est quand même assez statique, qui a vraiment quelque chose d'assez classique, académique dans son pied-point, je pense que ça va être un peu plus compliqué contre une Luciano surexcité, survolté, qui va essayer justement, qui bouge beaucoup. Également, au niveau de la lutte, j'en ai pas vraiment parlé. Alors on sait que Hughes est très active en défense au sol. Mais est-ce que... comment dire ça? Si je vois un avantage pour Hughes au sol, je pense pas que Hughes arrive à amener Luciano au sol. Parce que la défense de takedown de Luciano est quand même solide. Pour l'amener au sol, faut en vouloir. D'autres points, comme je dit, Luciano, elle envoie aussi des gros crochets en remise, qui sont précis, avec un bon angle, un bon timing. Et Hughes, c'est un de ses points faibles, les contres. Même si elle va travailler sur un in and out, sur ses déplacements, évidemment, mais non, je sais pas pourquoi, elle se mange les contres. En général, les remises, c'est un de ses gros points faibles. Comme j'ai dit, elle avance tête baissée, et comme j'ai dit, les genoux, les coups de genoux de Luciano, c'est un de ses points forts. Donc, si elle continue d'attaquer comme ça, tête baissée, Hughes en avançant, elle va se manger des sales genoux de Luciano, ça va faire mal. Et du coup, tout ça faisant, sachant que moi je trouve que Luciano a quand même un bon fight IQ, là dans ce scénario-là, je vois Luciano l'emporter, on va dire à 60%. Mais il faut aussi voir l'adversité qu'il y a eu en face. Hughes, c'est quand même quelques temps qu'elle est à l'UFC, il y a eu des très bons adversaires. C'est pas le cas de Luciano. Luciano, elle débarque. On sait, une fois qu'on arrive à l'UFC, c'est peut-être un autre écart, sachant que Hughes a quand même de l'expérience à l'UFC. Alors, elle a une bien meilleure opposition. Maintenant, souvent, 9 combats à l'UFC, toujours partie underdog. Et elle a eu, sur ces 9 combats à l'UFC, c'est 7 décisions. Elle est arrivée 7 fois à la décision. Luciano, je trouve pas qu'elle ait d'impact. Comme je dis, elle peut être précise, avoir trouvé les angles et timing, mais au niveau de l'impact, c'est pas forcément là, quoi. Donc, je dirais déjà que le combat ira à la décision, il y a de fortes chances. Je pense que Luciano ne devrait pas amener Hughes au sol, c'est sûr. Faut pas qu'elle fasse cette erreur, parce que Hughes va très bien s'en sortir, et même, ce sera vraiment à l'avantage de Hughes. Non, je pense que ça va se passer debout, et je pense que ça sera à l'avantage de Luciano. Allez, je descends à 55%. Je pense que ça reste pour Luciano, là, sur ce match-up. Je dirais, 55%, Luciano aux décisions. Et donc là, ça va être les heavyweights, et c'est assez marrant, en fait, parce que Span,
Je sais pas pourquoi dans ma tête, il avait déjà combattu au moins une fois en heavyweight à l'UFC. Je sais pas à quelle occasion. Et non, en fait, pas du tout. C'était jamais il a combattu en heavyweight à l'UFC. Ça va être son premier combat. Alors bien sûr, avant d'être en light heavyweight, il était combattait en middleweight au début de sa carrière, il y a très longtemps. Passé en light heavyweight et là, il va rentrer du coup chez les heavyweight où de toute façon il y a de la place. Hein, il manque il manque du monde dans le roster, dans la KT. Donc pourquoi pas, je sais pas trop ce que ça peut lui apporter, mais peut-être qu'il se dit que cette KT est moins compétitive que la sienne. Franchement, je pense pas. Donc c'est intéressant, Ryan Spann du coup, alors il a une bonne allonge, et il était sur 3 défaites consécutives quand il va affronter Ovis Saint-Preux, qu'il soumet, et je vais y revenir, il soumet Ovis Saint-Preux par guillotine. De toute façon, il faut savoir que beaucoup de soumissions à l'actif de Spann, et c'est quasiment tout le temps des guillotines. Et ce qui est intéressant, là, ce qui est drôle, donc ce que je veux dire, c'est que tenter des guillotines sur Ovis Saint-Preux, qui est réputé pour sa Von Flou, bon, c'était assez drôle, c'était assez couillu, il a gagné comme ça, c'est très bien pour lui. Alors, Ryan Spann à l'UFC, il a 8-5, et sur ses 13 combats, seulement 3 fois il est allé à la décision. Alors c'était il y a longtemps, en 2018 et en 2020, il avait des victoires par décision. Sinon, on a en 2023 ce rematch contre Anthony Smith qu'il perd à la split. Alors donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Déjà en face c'est Cortés Acosta, que j'aime bien le voir combattre, qui est à 11-1 en carrière, une seule défaite, donc c'était par décision et c'était à l'UFC, contre Marcos Rogero de Lima en 2023. Sinon je vais vérifier, oui, il est passé par le Bellator, par la LFA, il est arrivé par les Contender Series, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de KO, pas mal de décisions et une seule soumission à son actif. Je me souviens pas de quand ça date. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était? Oula, ça date. Kimura sur Edison Lopez, d'accord. Et ça, c'était en 2021. C'était il y a quelques temps, donc c'était vraiment avant l'UFC. Donc pas mal son parcours, j'aime bien son style. Et par contre, ouais, alors il fait un peu de provoque. Je trouve qu'il manque, alors c'est bête, c'est juste une note que j'avais notée sur lui et qui n'a pas changé. Il manque en fait juste des front kicks à son arsenal. J'aimerais bien que des fois il envoie des front kicks, ça peut aider pour distancer l'adversaire, pour gérer pas mal de choses. Je ne sais pas pourquoi il s'en sert jamais. Et sinon, j'ai noté bien sûr qu'il a une excellente défense debout, tout du long du combat. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, pendant tout le combat, on va voir qu'il a une bonne responsabilité défensive et il s'en sort très bien. Alors bien sûr, il y a des choses. Il y a des brèches, on peut le frapper Acosta, bien sûr, Cortés Acosta. Notamment, quelques leg kicks, ça peut lui poser problème. Et alors, ces frappes, notamment les crochets, après les kicks. Et alors, c'est-à-dire qu'il va envoyer un kick, et derrière, il peut se faire frapper. Ça, c'est un truc qui arrive souvent à tous les combattants. Mais c'est exactement un des gros problèmes de Spann aussi. De son côté, c'est la même chose. Mais Cortés Acosta est aussi très sensible, je trouve, aux feintes. Alors, c'est assez rare, j'en ai parlé récemment pour un autre combattant. Mais c'est vrai qu'il y a des combattants comme ça, il suffit de les feinter, ils se font avoir, et donc c'est facile après pour l'adversaire de gérer un peu ses frappes, parce qu'il sait comment l'adversaire va réagir, et c'est vrai qu'à Cortés Acosta, il n'y a pas de poker face, il se fait avoir sur des feintes. Par contre, voilà, il est solide sur pas mal de choses, on va y revenir. Du côté de Spann, pour faire un peu la comparaison et voir un peu comment ça se passait sur ce match-up, difficile à dire, comme je dis, c'est beaucoup de finish, il se fait finir, il va finir. C'est ce réflexe de guillotine, c'est vraiment quelque chose qu'on revoit souvent dans ces combats. Parfois, c'est mal avisé. Il est très bon, très bon. Il a un sol parfois qu'on peut trouver hasardeux. Mais bon, il a un bon scramble, donc il s'en sort. Mais voilà, il peut facilement se faire soumettre aussi. Il y a une défense que je trouve plus poreuse, on l'a vu contre Guskov, on l'a vu mauvais en dirty, c'était contre Krylov, je crois. Des choses pas très folichonnes. Il cadre ses adversaires, mais il peut aussi se faire cadrer. Qui c'est qu'il avait cadré là, il y a pas longtemps pendant un combat? C'était deuxième round contre Guskov. Voilà, des fois il peut avoir l'air un peu trop confiant. Et lui, il envoie des bons front kicks. On a vu contre Smith, justement sur rematch. Bon, par contre, à force de les faire, moment c'est répété, il s'est fait attraper. Non, vraiment, c'est bon, Ryan Spann, c'est pas un excellent combattant, mais bon, c'est pas mal. Bon, par contre, voilà, le problème que j'ai sur ce match-up, c'est que
il a peur, il se mange les bras arrière. Là, c'est dommage, hein, mais tout ce qui va être overhand, tout ce qui va être les crochets en remise, tout ce genre de choses, tout ce qui va venir du bras arrière, ça peut lui faire très mal à ce niveau, enfin, je veux dire, cette catégorie-là, que ce soit la heavyweight ou en poids lourd. Ouais, ça fait mal, hein. Et donc, ouais, donc c'est contre quand il envoie les kicks. Alors, je sais pas, est-ce qu'il va avoir un avantage à lutter ici? Je suis pas certain. Mais oui, voilà, de Cortés Acosta, et ouais, c'est ces gros crochets en contre, des bons crochets aussi quand en shiftant, en fait, hein, il avance en shiftant, des bonnes combis bien lourdes. Il fait pas vraiment n'importe quoi, j'aime bien, il y a des bons déplacements aussi dans la cage, il profite bien de l'espace. Bon, lui aussi, hein, il se mange des contres, hein, comme j'ai dit, notamment sur ses kicks. Donc, ouais, je sais pas. Il envoie des bons middle, Cortés Acosta, bref. Dans ce match-up, je dirais Cortés Acosta, je sais pas, parce que, en fait, voilà, pareil. Je dirais, là, sur le papier, techniquement, tac, ok, Cortés Acosta, à 55%, je le vois, vainqueur. Span a des arguments et tout, mais c'est surtout l'adversité qu'il a eu Span, quoi. C'est pas du tout la même que Cortés Acosta. Je vais regarder, là, mais... Alors, Ryan Span s'entraîne au Fortis MMA, hein. Si vous voyez la liste des combattants de Fortis MMA, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de noms qui sont à l'UFC. Mais Cortés Acosta, alors déjà Span, comme j'ai dit, hein, il y a du... bon, Anthony Smith, ok, admettons. Oui, Saint-Preux, ok, admettons. Il y a du Guskov, il y a du Krylov, il y a du Dominique Reyes, il y a du Kutelaba, qui a encore bien performé récemment, du Johnny Walker, même si je suis pas fan. Non, il a affronté du bon monde. Quand on compare en face Cortés Acosta, on qui se battent par Rogero de Lima, et ensuite, c'est Breski. Breski, je sais même pas ici, il doit avoir une victoire sur ses 5 derniers combats. Arlovski qui était à 40 balles. Alors c'est excellent, j'ai respect à Arlovski, hein, mais c'est pas la même catégorie d'âge, on va dire, que Cortés Acosta. Et après, dernièrement, c'était Robilis d'Espagne. Hein. On l'a vu, Robilis d'Espagne, oui, très bon kickboxer, très bon taekwondo avant de rentrer à l'UFC. Ouais, bah une fois que t'es à l'UFC, par contre, il va falloir faire du MMA, mon gars. Donc, non, c'est pas la même catégorie, pas la même adversité, pas le même niveau d'opposition entre les deux. Donc, on est quand même sur un 50-50, ça peut aller en faveur de Span, justement par cette expérience-là. Mais donc je dirais, mais ça serait vraiment, c'est subjectif, c'est parce que je préfère voir Cortés Acosta combattre. Je pense qu'il est sous-estimé, sous-coté. J'espère qu'il va venir vraiment focus, concentré sur son combat, ne pas se rater, parce qu'il a sa place, je pense. Je vais regarder vite fait s'il est classé là dans le top 15 ou pas encore, mais je pense qu'il aurait sa place dans le top 15, et ça peut être intéressant, donc... Ouais, il est 12ème, bah voilà, parfait, Span qui va essayer d'intégrer le top 12 comme ça. Il est classé derrière Shamim Gaziev. Non, faut pas qu'il déconne, faut qu'il soit sérieux, il peut monter, hein, il peut aller essayer de chercher des... Vaza, il est encore classé là, il est 10ème, oh là là. Je suis pas dans du classement UFC, hein. Mais il peut monter, il peut aller chercher du Tibura, je pense. Donc non, ça peut être intéressant pour Cortés Acosta d'avoir une victoire et de prendre surtout ce combat au sérieux, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc allez, 55% Cortés Acosta pour moi, et ce sera par... Ah ouais, mais c'est ça la question. Par décision ? Décision... Bon, je sais pas comment. Je sais pas. Ouais, Cortés Acosta... Par KO, ça me semble quand même ambitieux de dire ça. Hein. Bon, Cortés Acosta tout court, je ne sais pas s'il va finir ou s'il va aller à la décision. Et ce sera le premier combat de Yu Su-Young à l'UFC, officiellement. Il nous vient des retours UFC, il y a eu sa finale donc du coup à Macao l'an dernier. Il a 29 ans, il vient de Corée, il est à 14-3 en carrière. Je me pose des questions en fait concernant Yu Su-Young. Et d'ailleurs en fait c'est plus général. En général donc le retour UFC propose des combattants qui vont rester souvent dans le ventre mou des catégories. C'est tant mieux, il y en a certains qui arrivent dans le top 15, tout ça c'est très bien. J'ai toujours des doutes sur cette compétition. Et ce qu'elle apporte comme recrue. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir l'écart qu'il y a entre les demi-finales, qui sont vraiment très intéressantes à regarder. Ça se passe à l'Apex, en général donc en été. Et les finales,
où les combattants ont l'air un peu plus timides. Alors bien sûr, Macao, donc là c'était une grande salle, la cage est beaucoup plus grande. On sentait que l'espace du coup qu'il y avait dans la cage se ressentait aussi entre les combattants, donc il y avait moins d'échanges. C'était différent de la combativité qu'on a pu voir dans les demi-finales pour quasiment tous les combats du Road to UFC. Certains ont livré de belles prestations, mais prenez par exemple Chiming, son combat, 2 premiers rounds, c'était pas, il se passait pas grand chose, quoi. Et après, ça l'a pas empêché au 3e round, bam. On sait ce qui s'est passé, ce KO net avec sur un high kick. Concernant Yu Su-Yung, donc Yu Su-Yung a fait une très bonne demi-finale contre un adversaire, là c'est en finale, à Macao, on est chez les Bantams contre Bergang, qui lui aussi a fait une excellente demi-finale, c'était très tendu de son côté, parce qu'il a affronté Nakanishi, qui est un excellent lutteur, qui a un sol incroyable. Et donc Yu Su-Yung, lui, alors, il est petit, il a pas une bonne allonge, enfin pas une grande allonge, et Bergang, lui, une grande allonge. Il avait le même âge. Et ce que l'on a pu voir dans les demi-finales, du coup on les a pas trop revus en finale. Et ça m'a intrigué de voir comment ça se fait qu'un Yu Su-Yung, qui arrivait très bien à travailler sur les extérieurs, ce genre de choses, là ça restait plutôt de face, plutôt... Ouais, il avait de très bons jabs pendant les demi-finales, qu'on n'a pas vu pendant la finale. On a vu qu'il avait quand même un arsenal debout qui était très varié, mais ça s'articulait autour de ces jabs en demi-finale. Au final, on l'a pas vu, ça. Par contre, ce qu'il a confirmé, c'est que il a une bonne lecture de son adversaire, il a un bon footwork, la lutte, ça va, il se débrouille bien. C'est un droitier qui switch... il switchait beaucoup pendant les demi-finales, un peu moins dans la finale du Retour UFC à Macao, là, parce que c'est surtout au 3e round, on l'a vu switch, mais pas trop avant. En face, Bergang a essayé de faire de même. Et ce qui est intéressant, c'est que il avait une grosse réputation, Yu Su-Yung. Alors que moi, quand j'ai vu au demi-finale, c'est devenu mon chouchou de la compétition sur les Road to UFC, c'est lui, et je me disais, il est très très prometteur. Et si vous avez écouté le podcast sur les prospects 2025, je l'ai pas mis dans les prospects 2025, justement parce qu'au niveau de la finale, je l'ai trouvé un peu timide. Alors il remporte cette finale à décision unanime, il est dominant sur tout le combat, rien à redire là-dessus. Mais donc je sais pas, j'ai des doutes sur la suite. Qu'est-ce qu'il va nous montrer à l'UFC? Je pense qu'il va montrer de très belles choses, et je pense que de toute façon il apparaît sur le radar. Je vais le garder sur le radar. Mais cette demi-finale, on nous l'a vendu comme un super grappleur, super lutteur, au sol incroyable, tout ça. Demi-finale, je l'ai pas vu. Il y avait certes une excellente lutte, mais le sol, j'ai trouvé bof. Ouais, je suis honnête. Et en fait, la finale, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il nous a révélé qu'il avait un sol incroyable. Incroyable, bon, j'exagère un peu. J'exagère. Il avait un excellent sol. Parfois, il donne trop d'espace qui permet à l'adversaire de s'en sortir, de scramble. Mais Bergang n'a pas réussi à réitérer son exploit de demi-finale, de s'en sortir justement en phase de grappling. C'est Yu Su-Yung, alors je sais pas si c'est parce qu'il a des membres un peu trop courts, mais on sentait qu'il pouvait pas chercher les soumissions. Il pouvait pas trop chercher non plus au sol quelque chose face à son adversaire. Donc il cherchait surtout la full mount pour envoyer du ground and pound, mais souvent c'était très long, très tardif, et du coup c'était trop tard. Debout, il se débrouillait très bien, notamment moins de failles sur ces brèches défensives qu'on avait pu voir pour les demi-finales, donc ça c'est intéressant. Comme j'ai dit, une bonne lecture de son adversaire, attentif, il est vraiment focalisé. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Yu Su-Yung donc sur le radar. On va voir ce que ça va donner dans son prochain combat. Et son prochain combat, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poids? Yu Su-Yung, alors qui combat en bantam, et ça lui est arrivé de combattre en featherweight. Voilà. En face, ce sera AJ Cunningham, qui combat en featherweight, mais qui a déjà combattu en lightweight. Donc moi je me dis, ils vont se rejoindre, ils vont combattre tous les deux en featherweight. C'est le mieux pour les deux. Et là, l'UFC en fait annonce le combat en bantam. Je comprends pas. Je me dis encore l'UFC qui nous sort des dingueries. Pourquoi AJ Cunningham descendrait jusqu'en bantam en fait? Ça, y a pas de souci de ce côté-là. Pourquoi Yu Su-Yung montrait en featherweight? Bon, je sais pas parce qu'il a pas de problème pour la pesée.
Bon, admettons, il peut monter, faire un combat en featherweight, mais pourquoi pas rester en bantam, il se débrouille très bien. Après, c'est vrai qu'il est solide, hein, il est mastoc, on sent qu'il est très athlétique, Yo Young. Jake Cunningham, lui, qui devait affronter Morgan Charrière l'an dernier, finalement, ça ne s'est pas fait. Il envoie pas mal de kicks, hein, Jake Cunningham. Alors, Jake Cunningham, je vais pas trop m'attarder dessus. Déjà, pour être honnête, parce qu'en fait, j'ai perdu mes notes. J'ai juste quelques petits trucs comme ça que j'avais notés. Comme quoi, il envoie pas mal de kicks, des 1-5 kickers et tout, machin. Je vois son palmarès, mais là, je veux plus parler de Yo Young sur cette preview. Sachant que je me donne Yo Young vainqueur parce qu'il est quand même très complet. Et en fait, peut-être qu'il ne montre pas tout à chaque combat, qu'il s'adapte à son adversaire. Je pense que ce sera le cas ce coup-ci. J'espère que c'est ça, en fait, tout simplement. Je me dis, c'est la seule raison que je vois à ce changement qui est entre les demi-finales et la finale. Et je pense que Yo Young va l'emporter encore une fois à la décision. J'aimerais avoir plus d'infos sur Jake Cunningham, retrouver mes notes, mais je suis trop bordélique, en fait. J'ai pas retrouvé et j'ai pas le temps de revoir les combats. Donc voilà, je suis honnête là-dessus. J'ai plus trop mémoire de ce qu'il avait livré récemment. Donc voilà, je vais passer au combat suivant. Bon alors pour la suite, vite fait là, parce que j'ai un peu de temps, ça sera peut-être pas dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Sous la main, j'ai André Lima contre Daniel Barez. C'est chez les flyweight. Flyweight. Ah ouais, en plus, c'est particulier. Voilà, j'ai pas le temps. C'est pas grave. Alors on va essayer de prendre le temps quand même de parler un petit peu. André Lima, ouais, on le connaît, hein, le Bite of the Night, hein, contre Severino, son premier combat. Bref, qui était pas... Moi, je le voyais pas forcément, d'ailleurs, gagnant, hein, sur ce combat. Quand on regarde le déroulé du combat, Severino, je comprends pas ce qu'il lui a appris à mordre son camarade comme ça. Je sais pas, il lui a pris ses jouets à la récré, j'en sais rien. Alors que, bon, il s'en sortait, Severino, c'était bien pour lui. Ben écoutez, du coup, ça fait une victoire pour Lima, mais par disqualification de son adversaire. Son dernier combat, donc, et après, là, c'est le combat suivant, hein, il rate la pesée contre Raposo. Moi, de mon propre regard, je trouve qu'il perd le deuxième et le troisième round. Il prend juste le premier. Mais bon, aux yeux des juges, c'est une victoire par décision, donc du coup. Donc moi, je suis toujours pas certain, pas confiant concernant Lima dans le roster. Certes, du coup, officiellement, c'est 2 verts sur son Sherdog à l'UFC. Mais voilà, en plus d'ailleurs, ça le donne invaincu, hein, puisqu'il est à 10-0 en carrière, avec toutes ces histoires. Moi, je pense pas qu'il aille bien haut, hein, dans le classement pour l'instant, et surtout, alors, il est jeune, 26 ans, il devrait s'améliorer, mais je vois pas vraiment beaucoup de choses qui sont prometteuses à mes yeux. Je ne le classe pas parmi les prospects vraiment à surveiller, donc voilà, je suis honnête avec vous. En face, c'est un adversaire qui a 10 ans de plus, hein, 36 ans pour Daniel Barez, qui nous vient d'Espagne. Et là, alors, au niveau de l'allonge, ils ont la même allonge. Mais, ouais, alors, je suis sur Tapologie, là, et je vois 95% des gens qui sont pour Lima, par décision, et seulement 5% pour Barez. Waouh, j'ai du mal. Barez, donc, il a 17-6 en carrière. Il a un peu plus bourlingué, bien sûr, que Lima, qui a 10 ans de moins. Son dernier combat à Barez, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était à Paris, hein. C'était contre Altamirano. Et avant, donc, il avait perdu par soumission contre Fio. J'aime bien Barez. Et surtout que là, dans ce match-up, il cogne dur, Barez, donc il peut en faire voir des vertes et des pas mûres à Lima. Donc je ne comprends pas ses choix sur Tapologie. Bon, après, on verra, ça va peut-être évoluer. Je sais pas, j'ai pas encore regardé les cotes, là, quand j'enregistre, je fais ça comme ça. Donc voilà, moi je partirais a priori beaucoup plus du côté de Barez. Je dirais même à 65%, et je vais m'expliquer. Alors je vais pas faire non plus tout en détail, mais qu'est-ce qu'on va voir dans les bons côtés du côté de Lima, parce qu'il faut lui accorder quand même des bonnes choses, surtout dans ce match-up. Barez, il aime pas les middle kicks, hein, et Lima, il envoie des bons middle kicks, donc déjà, ça va être plus un problème pour Barez là-dessus, je suis d'accord. On sait également que un problème au niveau des body shots, hein, Barez, en contre.
Lima en envoie. Et on sait aussi, quel que soit... En fait, on compte les crochets. Les crochets, quand Barès va frapper, il peut se faire connecter par des crochets au moment où il va rentrer. Des fois, il peut être... on a vu Lima le faire contre Reposo, par exemple. Mais alors que les body shots, on l'a vu sur ces 2 derniers combats. Qu'est-ce qu'on sait aussi Ouais, je vois pas trop grand-chose, hein, vraiment, du côté de Lima qui pourrait poser problème à Barès. Alors on sait que, voilà, par exemple, Lima, au niveau de ses takedowns, il va attraper les kicks adverses. Bon, Barès, il envoie pas de kicks, hein, on va pas non plus exagérer. Il a un sol correct, ce Lima, même, on va dire qu'en général, il a un bon sol, le Lima, mais Barès, il refuse d'aller au sol. Hein, on le sait, on l'a vu dans ces 2 derniers combats. Il fait tomber l'adversaire, il va pas l'enchaîner au sol, quoi. Allez, on voit quelques frappes en ground and pound, mais il va pas abuser, pas chercher plus que ça. Il va se relever, il va demander à ce que l'adversaire se relève. En général, c'est ce qu'il a fait contre Altamirano, c'est ce qui s'est passé contre Fio. Et donc, il y a des bonnes choses du côté de Barès qui vont poser problème à Lima. La même chose, en fait, les body shots. Barès envoie de gros body shots bien solides, d'ailleurs. Et Lima, on l'a vu s'en prendre contre Reposo. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant de côté de Barès? Pas vraiment des choses très précises au niveau du type de frappe qu'il va pouvoir envoyer. Par contre, voilà, il y a quand même des bonnes feintes du côté de Barès. Il est réactif, il a fait d'excellentes esquives. Je pense pas... Alors, on l'a vu contre Fio, il a pas apprécié être sous pression, se faire assaillir. Mais je pense pas non plus que Lima fasse ça, et s'il le fait, je pense qu'il le fera de moins bonne façon, on va dire, que Fio. Quand je parlais du sol, parlons déjà d'un peu de la lutte, oui, parce que au niveau de la lutte, il a un bon sprawl, Barès, faut pas le dénigrer non plus. Donc, je pense pas que ce soit vraiment un grappleur Lima dans son... On l'a pas vu faire ça, il va pas faire ça là maintenant, il va pas se mettre à grappler comme un... Non, là, ça va pas être ce qui va se passer, ça va se passer debout. Le problème de Lima, c'est qu'il... Alors, au fur et à mesure que le combat avance, il rate des frappes, hein. C'est pas toujours très, très propre. Il est lisible, il est prévisible dans le sens où, il envoie des jabs, qui sont des bons jabs, précis et tout. Mais on sait que par exemple, quand il va switch, le stance, c'est pour envoyer des jabs. Donc ça peut être anticipé du côté de Barès. Barès, alors bien sûr, il a des défauts, j'en ai parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Il manque d'adaptabilité, au fur et à mesure du combat. Il n'arrive pas vraiment à s'adapter à son adversaire au fur et à mesure, ce qui est dommage, puisqu'il y aurait beaucoup à gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet excès de confiance. Ah ouais, c'est vrai que ce soit contre Fio ou contre Altamirano, je sais pas ce qu'il y prend des fois, alors c'est souvent en 3e round, ça y est, il est en confiance, il se dit c'est bon, je fais un bon combat, je cogne dur et tout machin, et du coup il perd complètement sa responsabilité défensive, complètement abandonné, pam pam pam, genre je crains plus rien. Non mon gars, là tu t'en manges des bonnes dans ce genre de situation. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est facile à corriger, il suffit de rester focus au 3e round. Si ses coachs lui disent wow, entre le 2e et le 3e round, si ça va jusque-là d'ailleurs, ouais, écoute, reste focus, c'est bon, c'est pas parce que t'as 2 rounds ou quoi, machin, non, tu restes focus jusqu'à la fin. Là, faut pas qu'on perde une décision à la con ou quoi que ce soit, non, tu restes focus, faut pas que tu te fasses choper, pas que tu te fasses ceci, cela. Voilà, reste bien focus. Ça se corrige quand même facilement, voilà, refocus, se concentrer correctement. Non, franchement, au niveau de l'impact, au niveau des frappes, je vois beaucoup plus du côté de Barès. Non, je reste sur Barès, je reste sur Barès. Je sais pas s'il sera underdog à l'ouverture des codes, j'ai pas encore regardé, mais non, pour moi, Lima, il m'a pas du tout convaincu pour jusque-là. Enfin, il ok dans le roster, ok, pas non plus dans le ventre mou, un peu en bas, mais Barès à côté, je trouve, en tout cas, sur le papier, sur ce match-up, je pense qu'il va avoir envie de montrer quelque chose encore de... Ouais, non, je suis confiant sur Barès. Putain, faut que j'arrive à finir mes phrases, pardon, pour...
Qu'est-ce que je vais avoir d'autre là sous le nez? J'ai Valeros contre... Ah oui, voilà, Valeros contre Song Choi. Ouais, Song Choi, c'est... J'y crois plus, hein. J'y crois plus du tout. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, bah, je suis sur Tapologie. 4 défaites sur ses 5 derniers combats, mon gars. Il a 11-7 en carrière. Oh là là. Après, c'est une bonne chose hein, du côté de Valeros, parce que lui, il arrive, il vient des Contender Series l'année dernière, et du coup, bah, c'est bien pour entrer dans le roster. C'est un combattant qui est là dans le roster, mais qui est en mauvaise posture. Donc du coup, c'est une bonne chose, plutôt que de le faire affronter tout de suite un autre prospect bien dangereux. Voilà, c'est histoire de faire sa place dans le roster, donc c'est très bien, une très bonne chose, je trouve. Bon, par contre, Choi, il va avoir beaucoup plus d'allonge. Là, on est sur 74-5 du côté de Choi, seulement 68 pour Valeros. Mais ça va pas lui poser problème, on l'a vu. Hein. Valeros, il sait rentrer à mi-distance, il sait rentrer même à courte distance, là. L'Argentin, un très bon combattant. Alors bien sûr, vous allez entendre parler, je pense, parce que Valeros, vous avez juste à voir son Sherdog pour comprendre qu'il y a un truc qui va vous faire tiquer. Il a qu'une seule défaite en carrière, il a 14-1. Sa seule défaite, c'était par décision. Donc on se dit déjà, bien, c'est bien, une seule défaite par décision, il se fait pas finir. Et non, c'est un très bon, très bonne recrue pour l'UFC. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette défaite, c'était au Contender Series. C'était donc du coup en 2023, c'était il y a donc du coup maintenant 2 ans. Et pas contre n'importe qui, c'était contre Jean Silva. Donc non seulement la défaite a vieilli bien, mais en plus une défaite par décision contre Jean Silva, il y en a beaucoup là en ce moment dans le roster à l'UFC qui sont pas allés jusqu'à la décision contre Jean Silva. Donc non, c'est vraiment une bonne chose pour lui. Du coup, il a eu de nouveau sa chance contre Contender Series l'an dernier. Il a très bien fait son travail. Vraiment, on sent que debout au niveau de son anglaise, c'est vraiment, il a un très bon striking. C'était assez solide. Alors, c'était pas parfait, c'est sûr. En plus, il est jeune. Alors, du coup, vous avez toujours le même discours. Voilà. Il y avait un, je sais pas comment elle s'appelle. Après, là, j'ai le nom qui me. J'arrive pas à me rappeler des noms, je sais pas ce que j'ai. Bon, bref. Qui fait les interviews, qui fait d'ailleurs les commentaires hein, sur les combats à l'UFC. Il fait une interview à la sortie des Contender Series, et donc, il y a toujours le même. Le gars, donc Valeros, qui va sortir, oui. Mais voilà, j'ai appris de ma défaite, pas n'importe quelle défaite. Du coup, je me suis amélioré, je suis encore jeune, je vais encore m'améliorer, j'ai encore plein de choses à montrer, tout ça. Là, j'ai pas pu forcément tout montrer parce que j'ai fini le combat au premier round, mais je suis là pour ça aussi, je suis là pour finir mes adversaires. Oui, après, c'est de toute façon un discours qu'on aurait pu déjà entendre il y a 2 ans, donc voilà, il revient encore pour dire qu'il y a des choses à améliorer. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. C'est pas vraiment intéressant comme discours à sortir là comme ça. Mais ok, d'accord. Il était. Sinon, il restait en fait en gros à part cette défaite contre Silva. Il est invaincu dans la scène compétition, l'organisation argentine. Alors, Argentine, mais qui englobe hein, l'Amérique du Sud. Hein. Il y a pas des combattants qui viennent un peu partout. Il est grand. Il y a pas une. Alors c'est marrant parce que du coup, il est grand, mais il a pas une. Non, il est grand. Pourquoi je dis il est grand? Non, il est pas grand. Bon, enfin bref, il n'y a pas une bonne allonge, il n'est pas super grand. Donc je disais, il est jeune. Il est jeune, 23 ans, en face du coup 10 ans de plus, enfin 32 ans on va dire pour Song Choi. Alors il est Valeros assez slick, il frappe fort, il cogne dur, il envoie vraiment des bonnes choses. Du coup ça peut un peu trop s'emballer, il peut rater des frappes et tout. L'adversaire qu'il a eu au Contender Series, alors déjà lui il partait grand favori, il était pas folichon en face, mais bon, on sent qu'il était durable, hein, parce qu'il s'est pris quand même de grosses frappes. Alors, à savoir, Valeros, il varie beaucoup son striking. Là, les points, ça va partir au corps. C'est souvent des crochets, par contre. Hein. Surtout les crochets qui vont être, qui vont cogner dur, qui va travailler. Ça part en contre, ça part en contre-entrée, ça part. Je rentre, j'envoie une série de crochets. Qui en est un seul crochet, 2, 3, ça peut être des plus longues combinaisons, mais c'est souvent vraiment des crochets. Et surtout, ça va frapper soit à la tête, soit au corps, soit avec le bras gauche, soit avec le bras droit. Ça varie beaucoup, ça frappe dur. Ça peut être 2 fois même, 2 fois le crochet du gauche, 2 fois le crochet du droit. Faire semblant d'envoyer un jab. Non, vraiment, du bon travail. J'ai pas vu beaucoup de kicks, je vais pas vous mentir. Il y a des bons calf kicks, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va forcément impacter
côté de Choi. Choi, lui aussi, envoie des bons calf kicks. Il rate, lui, ses... Alors, je vois plus... Choi, je vois pas travailler sur les extérieurs. Hein. Il a vraiment une posture un peu avec les jambes en équerre. Quelques feintes, mais il rate... Ouais, pour moi, il rate pas mal de 1-2. Il a des bons front kicks, ça peut poser problème, hein, d'ailleurs, à Valeros. Tout ce qui est, ouais, les kicks en général, un de bon middle. Par contre, voilà, ouais. Des doutes hein, sur son fight IQ hein, contre Garcia. Il y a plus que ça, en fait. Ouais, alors, si, Choi, il peut aussi mettre la pression. Et ça, on a vu, Valeros, il aime pas trop être sous pression, être acculé. Il aime bien avoir de l'espace, justement, pour gérer son adversaire. Et c'est lui qui est vraiment à l'aise quand son adversaire est dos à la cage. Alors là, c'est série de crochets infinie. Il n'y a pas d'issue, quoi. Donc ça peut être aussi une solution pour Choi, mais on a vu, hein, Tig, au Contender Series, a essayé de mettre la pression d'acculer Valeros. Valeros s'en est sorti. Ce qu'il y a du côté de Choi, c'est qu'il y a aussi son menton qui est mis en doute là. Il est quand même bien fragilisé, le menton de Choi maintenant. Contre un gros cogneur comme Valeros, ouais, c'est pas sûr là, c'est vraiment des gros doutes sur le fait qu'il tienne le coup. Hein. Sur 3 rounds. Après, voilà, je ne connais pas trop le cardio de Valeros, donc peut-être qu'il faut laisser passer la tempête un round et voir après ce qui se passe derrière. Mais même 5 minutes contre Valeros, ouais. Bien sûr, Steve Garcia, qui était gaucher, il a connecté aussi assez tôt, et que Valeros, est-ce qu'il va cogner aussi dur que Steve Garcia? Je pense pas, il va peut-être cogner un peu moins, mais c'est comment se défendre de toute cette série de crochets qu'il peut envoyer, on sait jamais quand ça va... Enfin, où est-ce que ça va frapper, quand ça va pas... Enfin, non, c'est trop. C'est trop, en plus, on sait que ces phases de dirty, là, Choi, il les gère pas bien. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que Garcia l'avait fini. Donc on reste sur un Valeros, à mon avis, à ouais, 65-70%, vraiment. La marge, c'est ça, c'est que le cardio de Valeros puisse chuter au fur et à mesure du combat, que Choi arrive à encaisser, à tenir le coup, à esquiver. Il faut vraiment bien se déplacer, peut-être bien contrer aussi, bon je sais pas, faut voir, mais en tout cas, moi je pars sur un Valeros. Après, on va avoir un Blackshear contre Gibson, aïe 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 aïe. Les deux ont joué en 2024 leur place dans le roster. Hein. Gibson qui sortait de 2 défaites hein, contre Katona. En plus, il venait juste de revenir dans le roster. C'est-à-dire qu'il était cut du roster. Il revient dans le roster. Défaite contre Katona. Défaite contre Miles Jones. Et après, du coup, il doit affronter Keller, qui est pareil, je crois, sur 2 défaites à ce moment-là. Donc ça joue sa place dans le roster. Sachant que ouais, Cody Gibson, il a 37 ans là. Hein. Et en face, c'était pareil, un Blackshear qui avec sa défaite contre Mario Bautista. Alors, bon, pas n'importe qui, bien sûr. Après, Montel Jackson, oui, voilà. Moi, je comprends, Montel Jackson, pour moi, c'est vraiment un sérieux prospect. Et ben après, il va falloir rester, quoi. Il est resté contre un Staman, qui était lui aussi sur 2 défaites consécutives, donc pareil, hein, qui joue sa place dans le roster. Et les deux côtés, bon, bah, ils ont eu leur victoire. Blackshear qui a fini Staman, premier round, et donc du coup, Cody Gibson, pardon, qui a donc soumis Keller. Ça va être intéressant d'ailleurs d'en parler, tout ça. Les deux, du coup, sont plus dans le roster UFC. Hein. Staman, c'était là il y a 1 ou 2 semaines, hein, on a eu l'annonce comme quoi Staman avait quitté le roster. Ensuite, Cody Gibson, lui, il a enchaîné avec une victoire sur Anneliger, hein, par décision unanime. Très bien tout ça. Alors bien sûr, Blackshear, il est quand même plus jeune. Hein. On est sur 7 ans de moins. La longe est à peu près la même des deux côtés. Et ce qui va être intéressant dans ce combat, ça va être bien sûr le sol. Tous les deux ont un excellent sol. Alors, parlons clairement, Blackshear va pas mettre KO Gibson. Gibson n'est jamais tombé par KO en carrière. Et par contre, ce qui va être plus intéressant ici, c'est que Gibson ne va pas soumettre Blackshear, parce que Blackshear n'a jamais été soumis.
Et ça, je vous le dis, hein, parce que il y a... Et c'est d'ailleurs là le plus gros problème pour Gibson, c'est que Gibson, selon moi, il est moins bon au sol que Blackshear. Et pourtant, voilà, j'apprécie pas trop Blackshear, parce que je trouve que debout, il y a rien. Enfin, il y a rien. Je suis dur, hein, c'est pas bon. Après, on a vu des choses, hein, alors, dernier combat contre Staman, on a vu des bons genoux, hein, les genoux étaient très intéressants, parce qu'ils étaient bien placés. Notamment quand il se fait assaillir, bam, le genou, ça calme l'adversaire. Genou contre la cage, voilà, les petits genoux sautés, tout ça. C'était très intéressant, mais sinon, le reste du temps, c'est de rentrer des 1-2 un peu maladroit, essayer de rentrer surtout son crochet du gauche. Ça peut être intéressant ce crochet du gauche hein, contre Gibson. On sait que Gibson va envoyer des jabs, parfois téléphonés, même s'ils sont bons, hein, ces jabs, mais parfois ça peut téléphoner. On sait que Blackshear, au niveau de ses leg kicks, soit les calf kicks, tout ça, il peut se faire contrer, mais je pense pas que Gibson le contre là-dessus. Non, ça va être du takedown. Pas de défense hein, de takedown, je pense qu'il n'y a pas d'utilité de la part de Blackshear, hein. Il va accepter d'aller au sol et puis ensuite soumettre Gibson. Gibson de son côté, si c'est Blackshear qui tente de l'amener au sol, à mon avis il ferait mieux de se méfier. Alors Blackshear, lui, voilà, ça fait partie de ses combattants, et voilà, il est ceinture noire de JJB et ça se voit. Il a beaucoup de victoires par soumission d'ailleurs. On est chez Bantamweight, hein, j'ai oublié de préciser, mais bon. Donc voilà, moi, selon moi, sur ce match-up, Gibson a un excellent grappling. Attention quand je dis ça. Hein. Quand je dis que Blackshear a un sol meilleur que Gibson, ça veut pas dire que Gibson il a un mauvais sol. Au contraire, c'est pour ça que ça va être très intéressant ce combat. Franchement, il me tarde de le voir. Le sol, à mon avis, ça va être une tuerie. Blackshear, vraiment, quand on voit la façon dont il va amener des menaces de soumission juste pour avoir le temps de faire une transition, mais l'adversaire ne va pas avoir le temps de réagir, qu'il va trouver encore autre chose. Et ouais, il peut avoir la full mount, il va pas forcément chercher du grand endpoint, il va chercher encore à faire se placer pour une meilleure prise, bien engager une soumission ou une menace même de soumission, et ça va être très dangereux pour Gibson. Gibson qui, malheureusement, lui, il a un très bon sol, il a même d'ailleurs un excellent maintien au sol hein, quand il est en solo au-dessus, en position dominante. Par contre, il va chercher à rentrer des soumissions qui ne vont pas rentrer, mais il va toujours insister. Là, mais c'est pas aussi bien engagé, c'est pas aussi bien verrouillé que Blackshear. Il va s'échiner à faire ça, il va pas trouver le finish. Et ouais, il gagne par domination de toute façon au sol. Hein. De toute façon, c'est le cas de son dernier combat contre un ligueur. C'est ça qui le fait gagner. Alors que Blackshear, lui, il trouve la soumission. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et même contre un bon grappleur comme Gibson, il peut la trouver. Attention, le souci que j'ai avec Blackshear, c'est son cardio. J'ai de gros doutes sur son cardio. Donc, la question, elle est là. La question, elle est, on prend comme acquis que Blackshear, son cardio, ne sera plus là au 3e round et qu'il va être dominé au 3e round. Ça donne déjà un round pour Gibson. On sait que Gibson, lui, va avoir un bon maintien en position dominante. Mais attention, Blackshear, je pense qu'il est capable de renverser son adversaire plein de manières différentes. Bon, déjà, je pense que, bon, j'allais dire le papillon, mais papillon, de toute façon, Gibson, à mon avis, il va savoir le gérer. Mais admettons, Gibson se retrouve dessus, Blackshear, de toute façon, ne refusant pas le sol, chercher les transitions, chercher à sweep, chercher lui aussi à trouver une bonne position, mais qui sait peut-être que Gibson peut remporter, voilà, un round aux yeux d'un juge, ou deux, et c'est ça la question. Le round 1, le round 2, je sais pas encore, mais admettons. C'est-à-dire qu'on aurait Blackshear qui aurait certes un round pour lui, Gibson un round pour lui, et quelque chose de mitigé. Encore, c'est même pas sûr que, voilà, ça dépend des positions. C'est-à-dire que si Blackshear n'arrive pas à avoir cette soumission dans les 2 premiers rounds, ouais, je pars au niveau du pronostic, je vais dire que Blackshear va soumettre Gibson au 2e round. Allez, allons-y. Et encore. Ouais, c'est ça qui me pose problème. Ouais, si, il va le soumettre. 1er, 2e round, je sais, 2e. 2e, parce que le premier, en fait, c'est ça le problème. C'est que Blackshear, il va rester debout. Blackshear, il va pas chercher le takedown, en fait. Faut que ce soit Gibson qui l'amène au sol. Je pense que c'est Gibson qui va chercher l'amener au sol. Il va faire cette erreur. Et quoique cette erreur, est-ce que vraiment Gibson va être meilleur debout? Là, c'est pareil. Hein. Si Blackshear continue de s'améliorer, il a montré de bonnes choses debout. Hein. Quand je dis ça,
Il était pas forcément nul avant, quoi. Mais voilà, il montre des choses qui sont beaucoup plus percutantes, en tout cas, peut-être aussi des juges aussi. Donc ça risque d'être serré, ça risque d'être une split, d'ailleurs. Une split, et ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, je pense que Blackshear a des chances de soumettre Gibson. Surtout si Gibson, voyant qu'il n'a pas le niveau debout, comme c'était le cas comme contre un Liger au 3e round, il dit bon, de toute façon, debout, je perds la bataille, je vais reprendre, tenter de dominer au sol. Et peut-être que là, Blackshear, malgré la fatigue, malgré le cardio qui chute, il a les bons réflexes de toute façon, une fois qu'il est au sol, pour trouver quelque chose. Donc finalement, difficile à prédire. Mais bon, je dirais quand même que c'est Blackshear qui l'emporte, hein, soit par soumission, soit par décision. Hernandez, Alexander Hernandez, qui va poursuivre sa carrière en lightweight, il vient de monter. Dernier combat, donc du coup c'était contre Hubbard, qu'il a battu à décision. Un premier round qui est largement pour lui, après les second et troisième c'est un peu plus serré, mais je lui donne quand même. C'est marrant parce que Olobo en face, qu'il va affronter, était revenu à l'UFC en 2023 en ayant battu Hubbard justement. Depuis Kurt Olobo a fait 2 combats. Alors Olobo c'est toute une histoire. Et d'ailleurs, une histoire, il a 38 ans désormais, donc en face, Hernandez, c'est 32 ans. Hernandez qui a 72 d'allonge et Olobo qui en a que 70 pour information. Donc Olobo, ouais. Le problème, c'est que j'ai envie d'y croire, mais je n'y crois pas parce que sportivement, ça n'est pas ça. C'est très moyen, c'est dans le ventre mou de la catégorie, je trouve. Et c'est très difficile en plus en lightweight. Il y a des soucis de responsabilité défensive, même si, allez, ok, ça va un peu mieux dans son dernier combat. J'ai l'impression qu'il met du temps quand même, il met du temps dans son combat, être là, il rate beaucoup de frappes, il y a beaucoup de déchets, il rate ses assauts. Après, on voit intelligent sur certaines frappes. Les crochets sur les entrées de ses adversaires sont très bien. La défense de takedown, j'ai pas trouvé folle contre Krochowski, mais une bonne défense au sol, une excellente défense de soumission, il n'y a pas à dire. Des bons jabs, mais ouais, punaise, en plus ça m'a saoulé En fait, il y avait toute sa famille qui était là pour ce combat, et il faisait que gueuler. Bon, allez, mettons ça de côté. Donc Olobo, on va dire, j'ai du mal à y croire. Mais voilà, comme je disais, s'il met du temps à vraiment trouver ses frappes dans le combat, c'est un peu ça qui peut l'amener à la victoire sur ce match-up contre Hernandez. Hernandez qui depuis le début, mais mon Dieu, mais c'est quoi ce cardio? Il y a un moment, là, c'est plus possible. Au 2e, 3e round, à chaque fois, on sent le déclin, ça se voit, quoi. Il y arrive plus. Plus le combat avance, moins il y arrive. C'est pas du tout prometteur. Après, sur toutes les faiblesses qu'il y avait dans son jeu, parce que ça fait longtemps qu'il est là, Hernandez. Là, quand je regarde mes notes, j'ai tout. J'ai du Carantillo, du Algeo, du Miller, du Jackson, et là récemment du Hubbard. J'en ai voilà, foison de notes. Donc je vais pas tout lire, vous inquiétez pas. Mais disons que ce qui ressort, c'est ça. Moitié du 2e round déjà, il nous quitte. Au revoir, le Hernandez. Donc c'est là où Olobo, on sent que la 2e partie du combat, ça va pouvoir être à son avantage. Mais il y a beaucoup de choses dans le jeu d'Hernandez qui sont plus prometteuse que chez Olobo. Alors lui aussi, Hernandez, il a une ceinture noire de JJB, tout ça. Et donc il fait sa montée en lightweight, comme je l'ai dit, il était en featherweight. Et qu'est-ce qu'on voit comme évolution? Eh bien, je vais pas vous mentir, son évolution majeure, là, c'est, je pense, que dans l'équipe avec laquelle il s'entoure, il y a eu, je sais pas, il y a un mieux. Il y a un mieux. Dans son dernier combat, il y avait Royval avec lui. Alors, c'est pas étonnant, il faut savoir que Hernandez, il est au X Factory. Vous allez avoir donc Brandon Royval. Vous allez avoir Chris Gutierrez, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai d'autre au X Factory? Je sais qu'il y a Youssef Zalal qui est là-bas. Il y a du monde, il y a du beau, il y a du joli nom. Il y a des gens, voilà. Il y a Dulgarian aussi, je crois, qui est là-bas.
Donc vraiment, il commence à y avoir vraiment du très bon au X-Factory, du très bon autour de Alexander Hernandez. On sent qu'il est sur une bonne dynamique. Alors, c'est que du ressenti. Hein. Au niveau des résultats, on sait qu'il alterne 2 défaites, une victoire, 2 défaites, une victoire, 2 défaites, une victoire depuis quelques temps. Hein. Donc là, il vient de gagner contre Hubbard. Est-ce qu'il va enchaîner sur 2 défaites? Si on regarde juste les schémas, oui, peut-être. Mais je pense qu'il est quand même sur une meilleure dynamique. Il y a toujours ce risque contre Lobo. Je parle juste dans ce match-up. Au Lobo, putain, les genoux, là, ils vont lui faire mal à Hernandez. Hein, les genoux de Lobo, s'il les place toujours aussi bien, ça peut faire mal. Ses crochets, hein, comme j'ai dit, ça peut faire mal à Hernandez. Donc il y a des bonnes choses dans le jeu de Lobo qui vont pouvoir perturber Hernandez, mais est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Je pense que ça va être très intéressant à voir comme combat. Je serais pas étonné que ça finisse par une split, encore une fois. Mais je dirais que ça serait en faveur d'Hernandez, à 55%. On part dans le ventre mou de la KT des welterweight. Avec Zaleski dos Santos, Eliseu qui va affronter Njokuani. Zaleski dos Santos, 37 ans, 113 d'allonge. Contre Njokuani qui doit avoir 35 ans, 80 d'allonge. Parce qu'il a une grande allonge. Hein. Il avait la plus grande allonge à l'époque des middleweight. Quand il était chez les middleweight, il est descendu maintenant chez les welterweight. Parce que une défaite contre Rodriguez, une défaite contre Duraev, une défaite contre Olejniczuk. Voilà, il descend chez les welter. Il réussit. Il a une victoire contre McKean, une victoire contre Gooden dernièrement. Il va devoir affronter Dos Santos Zaleski, qui a perdu contre Brown. Il était parti léger underdog contre Brown. Combat assez serré. Bon, il perd le premier round, c'est sûr. Après, bon, je peux lui donner le deuxième, il perd le troisième. Et il part ensuite grand favori, bien sûr, contre Scroggin, parce qu'en fait, il devait affronter Nicolas Dalby. Et bon, Nicolas Dalby se retire du combat, donc Scroggin prend le short notice. Scroggin qui était invaincu, qui était à 7-0, qui n'était pas à l'UFC, du coup, qui prend son contrat à l'UFC, qui joue le jeu. Hein, j'ai mon contrat à l'UFC, je laisse mon adversaire gagner. Pas intéressant ce combat, franchement. Il s'est recroquevillé très vite, Scroggin, et voilà. Bref, Njokuani de son côté, dernier combat, c'était contre Gooden, qui n'a rien proposé d'autre que ce qu'il proposait avant, c'est-à-dire beaucoup de kicks. Hein, du côté d'Njokuani, on est sur des front kicks, stop kicks, middle kick, high kick, tous les leg kicks que vous voulez. Et beaucoup de genoux. Voilà, alors ça on l'a vu, hein, de toute façon dans ses combats précédents, que ce soit Maki ou autre, j'attrape la tête et j'envoie des gros coups de genoux. Et on l'a vu également contre Rodriguez, on l'a vu contre Maki, et tout ça, c'est je vais chercher le contrôle contre la cage et envoyer des genoux, des coudes, tout ce genre de frappe. Très bien, et c'est comme ça qu'il va remporter son combat contre Gooden. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je vous avoue, ce genre de choses, ça me passionne pas, ce genre de combattant. Après, à part ça, Njokuani a une énorme allonge quand même, mais il s'en sert pas vraiment en fait. Hein, c'est juste pour envoyer son direct du droit en remise, et encore, ça joue pas sur son allonge. Il a de bons déplacements, de bonnes feintes. Ses jabs, c'est rare qu'il les envoie. On en voit, et en plus ils sont bons ces jabs. Hein. Quand on voit contre Duraev, on a vu envoyer de très bons jabs au troisième round. On a vu envoyer aussi de bons jabs. C'était contre qui? C'était contre Maki. Contre Maki en fait. Mais voilà. Après, niveau lutte, bonne défense de takedown du côté de Njokuani. Il s'échine à envoyer Maki au sol, il rate un double leg, puis en fait il réussit après. Il s'en sort plutôt bien. Je sais pas, voir le combat contre Gooden, c'était pas... À un moment, Gooden, il lui donne carrément la full mount, il lui donne, hein, et Njokuani en fait rien. Après, c'était au troisième round. Parlons-en des troisième rounds. Très difficile pour moi de me fier au cardio d'Njokuani. Il y a eu des moments où il était pas bon, au niveau de son cardio contre Duraev par exemple. Mais contre Maki, son premier combat chez les welter, je trouvais qu'il avait un très bon cardio, qu'il avait travaillé dessus. Malheureusement contre Gooden, oui,
c'est pas mal, mais alors c'est pas fou, surtout que Gooden en face, lui, n'avait plus du tout de cardio au 3e round. Donc on voyait que Njokuani, c'était, on va dire, moins pire. C'était pas mieux, c'était moins pire, si vous savez la nuance. Du côté de Dos Santos, Zaleski, sur le papier, bon, il est meilleur. Hein. Attention à ses leg kicks, à lui aussi. Des bons crochets. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il a réussi à amener au sol quand même Randy Brown, alors que Randy Brown avait 75% de défense de takedown. Donc là aussi, en lutte, ça peut être intéressant. Mais on a vu Njokuani savait très bien que Gooden allait l'amener au sol. Pas de problème avec ça. Je sais pas, j'ai des doutes quand même. Et puis Dos Santos, pareil, des signes de fatigue, c'était contre Brown aussi. Voilà, si Njokuani nous refait encore la même sauce de je vais te contrôler à la cage, t'envoyer des genoux, t'envoyer des coudes, bah ça va me saouler. Est-ce que Dos Santos pourra s'en défaire? Est-ce qu'il va pouvoir renverser cette phase de clinch? Maki l'a fait, Gooden l'a fait, ça prend du temps, mais c'est faisable. Njokuani joue beaucoup de sa taille aussi, il est très grand pour faire pression contre la cage. Je pense que Dos Santos de toute façon est meilleur que Gooden dans ces phases-là. Même si Gooden je trouvais moins bon que Maki justement dans ces phases-là. Je parle des phases de défendre le clinch contre la cage. Et pour le reste, ouais, non, je vois quand même Zaleski, Dos Santos vainqueur, mais de pas grand-chose. Hein. Moi, toutes ces phases de contrôle, ça peut bien pourrir un combat. Ça ira peut-être à la décision, si Njokuani pourrit bien. Mais ouais, Dos Santos peut avoir des bons moments, de bonnes frappes. Ça sert à rien d'envoyer des high kicks contre Njokuani, les esquives de toute façon. Mais on va dire 55% Zaleski là-dessus. Au niveau du pronostic, la prédiction. Et on part sur le main event, on y arrive. Donc c'est ce rematch entre Vettori et Dolidze. Toujours des doutes, hein, moi sur ces rematchs, j'ai du mal à comprendre le pourquoi. Les mettre en main event d'Apex, tout ça, ça commence à faire beaucoup là à l'UFC. Je comprends pas cette démarche. Bon, on y va donc. Vettori, l'Italien, contre Dolidze, le Géorgien. Vettori qui a 5 ans de moins que Dolidze. Hein. Dolidze, il est déjà à 36 ans et demi, quoi. 31 ans et demi du côté de Vettori, donc. Niveau de la longe, pour faire ça vite fait, 74 pour Vettori, 76 pour Dolidze. Léger avantage pour Dolidze, là-dessus. Dolidze qui s'entraîne à l'extrême couture, alors que Vettori s'entraîne au Kings MMA. Donc Vettori qui va enchaîner donc victoire et défaite, hein, ça alterne. Contre des bons dons, c'était il y avait Adesanya, il a perdu, ensuite il gagne contre Costa, il perd contre Whittaker, il gagne contre Dolidze, donc c'était il y a plus d'1 an et demi, c'était presque 2 ans. C'est ça aussi le problème. Et ensuite il perd donc contre Cannonier. Excellent combat de Cannonier d'ailleurs à souligner, ce combat Cannonier contre Vettori. C'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait voir Vettori battre Cannonier, et finalement Cannonier, ça a montré qu'il était toujours là, et encore récemment d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était il y a 1 an et demi pour Vettori, qu'on n'a pas vu depuis. Voilà, donc Dolidze de son côté, depuis sa défaite contre Vettori, lui, beaucoup plus présent. Bien sûr, il a fallu presque 1 an pour combattre à nouveau. Mais après, c'était donc Imavov il y a 1 an. Il a perdu. Et ensuite, il enchaîne les victoires contre Anthony Smith et contre Kevin Holland. Kevin Holland qui s'était blessé, donc voilà. Mais en tout cas, il enchaîne les combats. C'est un rematch. Donc, sur le premier affrontement, j'ai du mal avec cette décision unanime pour Vettori. Encore, j'aurais vu une split, j'aurais compris. Mais Dolidze a montré quand même de bonnes choses. Vettori qui proposait aucun grappling. Il tardait beaucoup à contrer. Il était parti favori sur ce combat, mais il était passif, je trouve, sur le reculoir. Il n'a rien proposé, à part jab, crochet du gauche. J'ai eu vraiment du mal sur ce combat concernant Vettori. Dolidze de son côté, donc on l'a vu, prévisible. Il recule pas. Il va vraiment envoyer ce qu'il a envoyé une fois qu'il avait connecté une fois. Il a proposé des choses, les body shots, overhand,
beaucoup de bagarres. C'est là où on pourrait... Voilà, il arrive, il brawl, mais sans vraiment de fight IQ. C'est ça qui peut aussi nous permettre de douter de Dolidze. Et après, il manque de précision à partir du deuxième round. C'est toujours à tête baissée. Il n'y a qu'une seule stratégie. Ça manquait d'impact, ça manquait de jab dans son jeu. Donc, après, il a envoyé de bons check hooks qui ont fait du mal à Vettori. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce rematch ? Parlons donc des deux combattants. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous les deux gauchers, mais Dolidze peut switch. Mais en tout cas, ils sont tous les deux gauchers de base. Je peux avoir des doutes sur le cardio des deux. Je pense que vraiment, mais après, c'est la KT aussi. Chez middleweight, on voit souvent que troisième round, les cardio baissent, ça chute. Ça se voit quand même beaucoup du côté de Vettori, où il devient poreux. On voit qu'il n'y a plus d'impact dans ses frappes en général. Ce qu'il y a aussi à noter concernant ces deux combattants, c'est qu'ils n'ont jamais été finis en carrière. On est quand même sur un 14-3 du côté de Dolidze, c'est 3 défaites, c'est des décisions. Et 19-6 du côté de Vettori, c'est 6 défaites, ce sont des décisions. Vettori, on le voit sur son Sherdog, c'est beaucoup de soumissions, quelques KO du coup, quelques décisions. Et du côté de Dolidze, on a des jeux à regarder, mais est-ce qu'on a beaucoup de soumissions ? Non, pas beaucoup, 3 soumissions pour 8 KO TKO et 3 décisions. Donc en gros, au niveau du pronostic, la prédiction, déjà, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que ça va se finir par une décision. Voilà. Maintenant, en faveur de qui ? En fait, le problème que j'ai avec Vettori, c'est qu'il a un menton solide. Vraiment un menton très solide, mais j'ai l'impression qu'il le sait, qu'il en joue, et que c'est ça qui lui pose aussi problème. Je me rappelle son combat contre Whittaker, c'était vraiment ce que je lui reprochais. Certes, il avait un menton solide, donc pas besoin d'avoir une responsabilité défensive, donc il pouvait y aller sans trop se protéger. Mais je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Contre Costa, il a envoyé des bons jabs et il y avait des assauts très précis dans ses frappes et il ignorait les kicks de Costa. On voyait que ça lui posait aucun problème, donc il y allait. Ce qui est intéressant justement là au niveau des kicks, parce que Dolidze, autant dans le premier combat contre Vettori, n'envoyait vraiment pas de kick, sauf on a vu un high kick fin du premier round. Et ces high kicks, alors qu'ils sont soit complètement whiffés dans certains combats du côté de Dolidze, mais des fois quand ils connectent, ils peuvent cogner très dur. Je sais plus c'était quand, mais il avait envoyé un très solide high kick là dans ses derniers combats. Donc à se méfier de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et au niveau des contres également, les contres de Dolidze peuvent faire très mal. Il peut attendre pour les placer, notamment au deuxième round. Et là, ça peut surprendre, ça peut faire mal. On l'a vu contre Smith d'ailleurs, je crois. Et contre Smith, il y avait beaucoup de kicks très variés, vraiment beaucoup de variations, que ce soit les cibles, que ce soit les leg kicks, middle kick, high kick. Pas mal de choses très intéressantes, les front kicks, push kicks, beaucoup de choses à voir. Les spin kicks même de Dolidze étaient beaucoup travaillés, on voit que ça a bien progressé là-dessus. Attention donc à ses crochets en contre, mais pareil, Vettori, il tardait à contrer, j'avais déjà dit. Pas vraiment sûr que ce soit dangereux pour lui. Moi, ce qui va me poser problème, ça reste toujours cette question de fight IQ, mais je pense que c'est travaillé aussi de ce côté-là. Alors, niveau grappling, c'est étrange c'est pas si étrange que ça, le fait que Vettori ne soit pas allé chercher la lutte et le sol contre Dolidze, parce que Dolidze, je le trouve quand même ingénieux au sol. Il a proposé de bonnes choses. Après, on le sait, sur cette défense de takedown ou sur d'autres choses, il rate ses guillotines parce qu'il les verrouille pas. Et on sait qu'il se fait facilement amener au sol. Mais ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a des progrès du côté de Dolidze dans son jeu. C'est pas énorme, il n'y a pas de quoi non plus faire trembler le top 5, loin de là. Vettori, lui, on sait que contre le top 5, il a du mal. Donc tous les deux, c'est des deux combattants du top 10 qui ont leur place dans le top 10, mais je n'ai
je ne sais pas, en fait, le fait que Vettori n'ait pas combattu depuis tellement de temps, je suis dans l'inconnu, là. Qu'est-ce qui va donner contre Dolidze là, maintenant, en 2025, en mars 2025? Je peux pas me lancer sur un pronostic en sa faveur. Malheureusement, j'irai du côté de Dolidze à 55%, et ce sera sûrement par décision. Mais encore une fois, voilà comment c'est passé pour le premier combat. J'aurais vu un Dolidze gagnant sur la scorecard, finalement, non. Donc, c'est aussi une question d'impression et ce genre de choses, de l'appréciation des juges aussi. Mais pour moi, Dolidze l'emporte à 55%. Du coup, à la décision, il y aura... Vettori reste solide sur son menton. Je pense pas que d'un coup, il va tomber. Il va pas se faire soumettre non plus. Donc ouais, ça reste une décision, quoi qu'il en soit. Et ce sera pour Dolidze pour moi. Et voilà donc pour cette carte à l'Apex. Et donc pour résumer, ça nous donne quoi? Ça nous donne Nunes qui pourrait l'emporter par KO, par décision. Ça nous donne Moussassa contre Vera, avec un Moussassa à 55% par décision, un Vera à 45% par soumission. Et là, c'est intéressant parce que Moussassa, il est à 1,20 au niveau des cotes et 4,75 pour Vera. Peut-être qu'il y a quelque chose à tenter du côté de Vera par soumission. Ça peut être intéressant. Nurgozai, moi je le vois remporter ce combat contre Ribeiro, sûrement un KO au deuxième round. Je le vois à 65%, donc assez confiant là-dessus. Luciano contre Hughes, ouais, ça va être à la décision, 55% pour Luciano, je suis quand même assez sûr de moi. Judice contre Duben, Judice à 55%, et ça, la cote, elle est pas bonne du tout, c'est 1,18, il n'y a aucune value dessus, je comprends pas que Duben soit à 5.0, je comprends que on puisse douter de sa victoire, on peut se dire que c'était un flouk, mais de là à passer à 5.0 au prochain combat, alors que Judice n'a pas encore vraiment fait ses preuves, waouh. C'est chaud là. Niveau des cotes. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Cortés Acosta contre Span. Alors je vois Cortés Acosta, mais vraiment cette question d'adversité qui lui fait défaut, où je dirais bon à 55%, mais vraiment entre parenthèses, je suis pas sûr du tout. Song Ho Choi contre Valeros, oui, Valeros 60% par KO. Et là, très intéressant, on a Barres contre Lima, avec un Barres qui a 3,40 au niveau des cotes et 1,36 pour Lima, et cette fois-ci, je vois vraiment l'underdog l'emporter à 60% et même par KO. Donc là, pour moi, ça va être l'underdog qui va être sur le challenge, c'est sûr. Grosse value dessus. Song Young-Yu, donc 1,14 pour un Cunningham à 6.0, je ne comprends pas du tout ces cotes, c'est n'importe quoi. Moi, je vois Yu l'emporter à 60%, mais de là, non, c'est n'importe quoi. 6-0 pour Cunningham. C'est, ouais, abusé, quoi. Hernandez contre Lobo, Hernandez, ouais, 55% par décision, je dirais. Là, les codes sont accurate, ça va. Blackshear contre Gibson, ouais, très bon combat, je pense, ça va être intéressant. À voir au sol, le reste debout, ça va pas être du tout intéressant. 60% pour Blackshear. Comme main event, Zaleski contre Njoukani, donc Zaleski à 55%, il part favori. Et Vettori contre Dolidze, là on part sur une décision, c'est sûr. Et les cotes sont assez serrés, et effectivement, moi aussi, au niveau de mon pronostic, c'est assez serré, mais je partirais plus pour Dolidze qui a 2-0, qui part underdog, là, à 55%, voilà, c'est à mettre entre parenthèses, tout ça. Ensuite, pour ce qui est de ce soir, c'est donc le 313, 313, un bon numéroté. Qu'est-ce que j'ai de plus à rajouter? Ce qu'il y a de sûr, au niveau des différentes analyses qui nous restent, ça se rejoint sur un Pereira contre Ankalaev, donc à moins de 3 rounds et demi, cote à 1,80, intéressant. Ça va se finir par un KO TKO, c'est sûr aussi, quasiment. Et Moss contre Lucindo, ça va se finir par une décision. Rufi qui l'emporte par KO. Blitz contre Kuniev, ça pourrait faire moins de rounds et demi. Et Ferreira contre Petrosian n'ira pas à la décision. Donc voilà ce que ça peut nous donner. Pour la suite, c'est compliqué parce que je manque cruellement de temps. Les journées ne font que 24 heures et j'ai quand même besoin de sommeil de temps en temps. Donc pas sûr que ce soit aussi approfondi les prochaines analyses sur la série suivante. Je vais voir comment ça va se développer au fur et à mesure. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tous les soucis techniques, de faire une DA aussi, de faire les trucs voilà, pour que ce soit joli à regarder sur YouTube et tout. Ça, je vous avoue, pour moi, ce qui est important, c'est l'analyse. Là, donc, je vais partir sur les analyses suivantes, mais ce sera peut-être moins approfondi, je vous préviens.
Sur ce, profitons des événements UFC, on se retrouve bientôt.